Fuse 3 a fait une chaîne qui s'appelle « Les youtubeurs vont devenir pauvres et personne ne le voit venir ». J'avais prévu de l'édito sur le stream, comme on stream 2 fois par semaine, les mercredis et les vendredis, mais j'ai dû tout foutu à la poubelle pour réagir et vous donner mon avis parce que je pense exactement l'inverse. Pour vous donner un tout petit peu de contexte, moi donc c'est Hardisk, je gère une chaîne principale qui s'appelle Hardisk et je fais des streams sur la creator economy, la tech et la finance, abonnez-vous, tous les mercredis et les vendredis sur YouTube, sur Twitch, en multistream, un peu partout. Si vous regardez ça en VOD d'ailleurs, vous pouvez regarder les VOD complètes des streams dans l'onglet en direct, là vous êtes sur un replay coupé. Fuse, je le connais un petit peu parce qu'on n'est pas du tout dans le même milieu, mais on se croise de temps à autre, on s'est déjà parlé. Je trouve que c'est un gars qui est super brillant dans sa façon d'aborder la creator economy et qui a pour lui de faire des vidéos sur ce sujet sur sa chaîne secondaire et qui sont vachement bien foutues. Et moi, pour qui c'est un sujet ultra passionnant, je suis hyper content de les regarder. Ça veut pas dire que je suis tout le temps d'accord. Là, moi, je suis à l'opposé complet de lui, mais justement, ça fera un super react parce que vous allez avoir mon avis, son avis. J'ai essayé de chercher des petites sources un peu qui complimentaient pourquoi est-ce que je pensais comme ça. Donc on va voir des analyses de la creator economy, d'où ça va, etc. On va vraiment parler à fond de ça. Évidemment, comme à chaque fois que je fais un react, il y a absolument rien de personnel. On parle uniquement d'opinion sur la creator economy et tout. Encore une fois, allez voir la vidéo de Fuse, abonnez-vous à lui. Comme dirait quelqu'un en chat, s'il y a drama, réglez ça en 1v1 sur Palladium. Non, mais je le rappelle à chaque fois parce qu'il y a des gens qui vont regarder ça en VOD. Ça n'a absolument rien de personnel, de machin. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je suis dans cette économie depuis plus de 10 ans. Je bosse avec des gros créateurs et des boîtes multinationales en conseil pour les aider à aborder la creator economy, à mettre en place de la strat YouTube et tout. Donc voilà, c'est un truc sur lequel j'ai usé mes bottes un petit peu aussi et on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc pourquoi, on revient au sujet principal, je vais vous couper la musique. Pourquoi est-ce que les youtubeurs vont tous devenir pauvres? Qu'est-ce qu'il se passe, Fuse? Pourquoi tu nous fais cette vidéo? Qu'est-ce que tu racontes? Voyons voir. On va voir pourquoi il dit ça. Ma boss, c'est tout simplement roulé. Ok, très drôle le chat. Abonnez-vous à Hardisk TV bien sûr sur YouTube. On publie 1 fois par jour, que ce soit les lives le mercredi et le vendredi, que ce soit les replays en vidéo courte, postés en vidéo, les shorts, etc. Abonnez-vous à Hardisk TV si ces sujets vous intéressent. C'est parti. Quand j'ai commencé YouTube, quand tu gagnais 1 euro pour 1000 vues... Excusez-moi, je suis en 1,05. Évidemment, faut que ça foire. Au moment où je lance, c'est absolument terrible. Ok. sur une vidéo, tu pouvais t'estimer chanceux. Aujourd'hui, par comparaison, on est en mars, un mois pas forcément super d'un point de vue monétisation, et je touche 3,17 euros pour 1000 vues. Alors, c'est très très bas, honnêtement, mais c'est parce qu'il fait du gaming. Le gaming n'est pas une des niches sur YouTube les plus rémunératrices. Je dirais que un CPM, un RPM, moyen en France, pour des gens qui font pas du gaming, étant entre 5 et 8. Ça me paraît réaliste. 3,41, c'est très très bas. C'est quand même très très bas. Et encore, c'est rien par rapport à certains créateurs qui font des vidéos sur des sujets spécifiques comme la bourse, les assurances ou l'immobilier. Exactement, ça change selon le sujet. C'est d'ailleurs le truc du 1 euro les 1000 vues est complètement mort, puisque en fait les taux de revenus sont complètement individualisés selon le sujet, selon l'audience que tu as, les démographiques, les machins, les trucs. Il y a plus de règles universelles, c'est fini depuis bien longtemps ça. Et la question qui m'obsède, c'est jusqu'où est-ce que ça va aller? L'année dernière, on a eu le premier milliardaire qui provient de YouTube, MrBeast, sans surprise, mais c'est quoi le plafond de verre qu'on pourra pas dépasser avec la création de contenu? On pourrait en faire le calcul, et d'ailleurs, il y a eu... Bon, est-ce que je la sors maintenant? Oui, je peux la sortir maintenant. Il y a une analyse qui a été faite en 2023 de Goldman Sachs, qui est assez intéressante, qui nous dit l'économie des créateurs pourrait atteindre près de 500 milliards de dollars d'ici 2027. Vous la voyez ici. Cette analyse, elle date de 2023, encore une fois, donc elle a quasiment 3 ans. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend donc que selon Goldman Sachs Research, ce qu'on appelle l'économie des créateurs a connu une croissance exponentielle et devrait encore s'accroître dans les années à venir. L'émergence de personnes possédant leur propre marque et une audience en ligne constitue l'une des plus grandes évolutions de l'ère numérique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre rapidement? Goldman Sachs Research prévoit que le nombre de créateurs de contenu à travers le monde, qui s'élève à 50 millions, connaîtra une croissance annuelle composée de 10 à 20% au cours des 5 prochaines années. Alors d'ailleurs, je peux vous le dire parce que moi j'ai les chiffres d'autres sources que c'est même elle est un petit peu plus haut que ce qu'ils attendaient. En 2023, ils attendaient entre 10 et à 20% de croissance sur la creator economy. On est plutôt autour de 25 en 2025.
Donc on est même allé un peu au-delà des attentes. Voilà, les créateurs tirent leur revenu principalement de partenariat. Bon, on explique un peu comment ça marche et tout, machin, nanana. Ok, très bien. À noter aussi, il y a un biais américain dans cette étude qui est assez rigolo à noter quand on est européen, parce qu'ils disent seuls 4% environ des créateurs de contenu dans le monde sont considérés comme professionnels, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus de 100 000 $ par an. Oui, parce que Goldman Sachs sont des Américains mentaux et que aux États-Unis, quand tu gagnes moins de 100 000 $, c'est compliqué de vivre. Quand tu habites dans un endroit où habitent les créateurs de contenu, c'est-à-dire Los Angeles, où le où le loyer de ton appartement est de 9 000 $ par semaine, et c'est normal, c'est le prix là-bas. Voilà. Franchement, pour avoir pas mal traîné à Los Angeles, les loyers là-bas, c'est un délire. Donc voilà, donc ils nous font une analyse, grosso modo. Vous pourrez aller la lire. Elle est intéressante. Je la lis pas en entier parce qu'elle répète aussi beaucoup de trucs très très basiques. Mais après, c'est Goldman Sachs Research. Ils s'adressent à des gens qui sont pas dans la creator economy et ils expliquent comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un partenariat et tout. Bon, bref. Allez lire leur analyse, elle est assez intéressante. Mais eux notaient entre 10 à 20% de croissance au cours des 5 prochaines années en 2023. En 2025, on était à 25%. Donc très clairement, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Clairement, jusqu'au maximum de l'attention humaine, puisque le but de YouTube, il est assez simple. Le but de YouTube, c'est, si on prend uniquement YouTube, encore une fois, là, en plus, je prends que YouTube. Le but de YouTube, c'est que 100% de la consommation de médias se fasse sur YouTube. Le but de YouTube, c'est que la vidéo courte soit à 100% consommée sur YouTube Short, que les podcasts soient 100% consommés sur YouTube avec leur feature de podcast, que les vidéos longues soient entièrement consommées sur YouTube, que les films aussi, que les lives aussi, bref. Où est-ce que ça peut aller? Tu prends la croissance au global de l'économie de l'attention, tu mappes la trajectoire de YouTube dessus et tu en as une estimation sensiblement similaire à ce que Goldman Sachs en fait, c'est-à-dire une croissance de 10 à 20% par an si tu veux être conservateur. Et dans la réalité, en ce moment, on est plutôt à 25%. Bref. En termes de revenus publicitaires, de sponsoring ou même de vente de produits. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente où on étudie ça et j'ai envie de faire une petite take. Je pense que on est au sommet de ce que les influenceurs / créateurs de contenu / youtubeurs gagnent. C'est-à-dire que je pense que c'est exactement l'inverse et que tu as une take de fou du bus. Mais justement, ça va être super intéressant du coup. Développe cet argument, je suis très très curieux de voir ce que tu penses. Je pense que le revenu médian des youtubeurs va baisser dans les prochaines années. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, à la base de la... C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de vivre le plus grand flippening médiatique de l'histoire de l'industrie de la publicité, au moment où, pour la première fois depuis 1 ou 2 ans, les régies publicitaires télé sont en décroissance versus le digital, lui pense qu'on va commencer à gagner moins. Je ne comprends pas cette take, mais je suis très curieux du coup. Pyramide des revenus YouTube, on trouve AdSense. AdSense, c'est la régie publicitaire de Google et c'est les pubs que vous voyez avant et pendant les vidéos. Au début de la vidéo, je vous ai dit que l'argent que je gagnais pour 1000 vues avait grandement augmenté ces dernières années. Et c'est tout à fait vrai parce que ça suit un petit peu l'évolution de YouTube lui-même. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, la plateforme générait 4 milliards de $ par an pour Google. C'était il y a 10 ans et cette année, Google a annoncé que les revenus publicitaires de YouTube dépassaient les 40 milliards de $, x 10 en 10 ans, et encore, c'est pas la totalité de ce que rapporte YouTube, puisque les revenus de YouTube Premium, qui sont eux aussi distribués aux créateurs, ne sont pas comptés dans ces 40 milliards. Oui, parce que c'est marginal, mais il a raison, pour être juste, il faut l'ajouter. D'ailleurs, on peut aller, je vous ai préparé un truc là aussi pareil là-dessus, les revenus publicitaires de YouTube ont atteint 10,3 milliards de $ au 3e trimestre 2025, soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Les vidéos courtes générant, et attention, la deuxième partie est très importante, les vidéos courtes générant désormais plus de revenus par heure de visionnage que les contenus longs aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, YouTube gagne plus d'argent quand les gens regardent des shorts que des longues. Quand même intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La croissance des revenus publicitaires de YouTube continue de s'accélérer, enregistrant une hausse de 15% en glissement annuel au 3e trimestre. La publicité sur YouTube a généré 10,26 milliards de $ au 3e trimestre 2025, selon le dernier rapport financier d'Alphabet. Donc il cite le rapport financier légalement obligatoire de Alphabet, la maison mère de Google. C'est la première fois que ce chiffre dépasse les 10 milliards de $ au cours d'un 3e trimestre. La croissance a été tirée par la publicité à réponse directe, suivie par la marque, a déclaré Anat Ashkenazi, directrice financière de Google et de sa société mère Alphabet. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Alphabet ne détaille pas le nombre d'abonnés à YouTube Music, YouTube Premium et YouTube TV. Oui, c'est vrai qu'il parle de Premium, mais il y a aussi Musique et TV. Mais le chiffre d'affaires du segment abonnement, plateforme et appareil de la société a bondi de 21% au cours du trimestre,
pour atteindre 12,9 milliards de dollars. Ok, qu'est-ce qu'on a? Nanana. Donc ça c'était pour les abonnements. Ok, le bénéfice net a bondi de 33% pour atteindre 34 milliards de dollars et le bénéfice par action s'est établi à 2,87 $. Je sais pas s'il détache du dividende Google, je sais pas, j'ai jamais investi dans Google en bourse. En tout cas voilà, vous avez quelques petits chiffres notamment en plus qui nous viennent de Music Business Worldwide qui a cité le rapport financier de Google. C'était en octobre 2025, donc c'est relativement récent par rapport au bilan financier. C'est intéressant parce que lui il mettait pas les chiffres dans sa vidéo sur les abonnements qui sont marginaux par rapport au reste mais qui sont quand même intéressants et donc je dis que les ajouter serait pas inintéressant. Ça, il faut rajouter 20 milliards supplémentaires. Quand on voit ces chiffres-là, en réalité, on se rend compte ce qui s'est passé, c'est que YouTube est passé d'un petit site internet à succès à réellement la nouvelle télévision. Si tu prends toutes les entreprises d'Hollywood, le cinéma pas encore, mais le flippening est en train d'arriver au moment où on se parle, oui. Traditionnel, il y en a aucune qui fait plus de chiffres. YouTube leads the media revenue race, donc on voit 63 milliards de revenus, 60, 45, 38. Alors ça c'est intéressant, donc ça c'est les plateformes de médias par chiffre d'affaires, YouTube vs Disney vs Netflix, etc. Déjà, il y a un truc qu'on peut noter, c'est que Netflix est pas si loin de Disney, ce qui moi m'étonne beaucoup, parce que Disney c'est quand même tout un écosystème beaucoup plus large que Netflix, qui est entre guillemets juste une plateforme de SVOD, même si c'est la plus grosse du monde. D'ailleurs, Disney c'est quand même des IP gigantesques, c'est Disneyland, c'est quand même assez intéressant. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est une comparaison de résultats, qui n'est pas ce qu'on voit là, et qui pour comparer de manière juste, ce serait beaucoup plus intéressant de voir des résultats que des chiffres d'affaires, parce que là on a des chiffres d'affaires sans prendre en compte les coûts. YouTube a des coûts de déjà il y a 45% de ce chiffre qui est issu de la partie, pardon, pour être précis, la partie de ce chiffre qui est issue des publicités, il y en a 45% qui ne va pas à YouTube, qui va au créateur. Donc déjà, ça fait une grosse partie de revenus en moins. Pareil, ils ont des coûts de serveurs énormes, etc. Donc moi, je serais intéressé de voir en termes de résultats, parce que je pense qu'en termes de résultats, YouTube est encore plus bas. Il a encore de la marge de croissance, parce que justement, il donne 45% aux créateurs et parce qu'il a justement tous ses frais annexes. Donc moi, j'ai rien comparé par rapport aux frais. Et il y a Rouillot dans le chat Twitch qui dit lesquels sont rentables entre ces sociétés. C'est justement le chiffre qu'on n'a pas là et qui serait intéressant, je trouve, de comparer aux résultats et non pas aux revenus. Chiffre d'affaires que YouTube. C'est simplement que YouTube est passé du petit rookie au nouveau mastodonte. Du coup, pour essayer de répondre à la question jusqu'où est-ce que ça va aller, jusqu'où est-ce que mon CPM, c'est-à-dire l'argent que je gagne pour 1000 vues, va augmenter, il faut regarder d'où viennent tous ces revenus de YouTube. Bon, le premier point sans aucune surprise, c'est pour moi, son CPM va faire x5 et il est pas prêt. Le nombre de vues et de viewers qui a augmenté. Et même en réalité, c'est pas le nombre de vues qui a augmenté seulement, c'est le watch time. C'est la durée de visionnage des gens. Forcément, plus les gens regardent YouTube, plus YouTube peut mettre de publicité et donc plus ça rapporte. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plus de gens qui regardent YouTube aujourd'hui, mais les gens aussi regardent plus longtemps. Ça, c'est une vision assez stratégique qu'a eu YouTube ces dernières années, c'est de se concentrer réellement sur la télévision. Voilà, la télévision, c'est un usage laid back, c'est-à-dire que tu regardes et tu te poses pas trop de questions, contrairement à citer sur ton téléphone où tu vas peut-être plus activement scroller. Et ce qui est génial avec la diffusion de vidéos sur télévision, c'est que tu as des plus longues sessions de visionnage, de plus longues vidéos, et surtout Tout à fait, le nombre de minutes regardées, donc c'est YouTube qui est devant tout le monde, Netflix qui est en très légère décroissance, et tout le monde qui est dans le peloton derrière et qui fait la course. Mais oui, la stratégie télé de YouTube a fonctionné, bien sûr. Tu vas moins skipper les publicités. Quand t'es allongé dans ton canapé, t'as la flemme de couper la vidéo, d'en lancer une autre, et tout, etc. Donc en fait, c'est vraiment hyper bénéfique pour YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques années, la vidéo moyenne sur YouTube, c'était 10 minutes, et aujourd'hui, tu trouves que des vidéos de 1 heure et quelques. Chez les gros youtubeurs. Mais alors, encore une fois, attention à ne pas faire un truc que je vois, c'est souvent une erreur d'interprétation qui est faite. C'est d'imaginer que parce qu'on a une stratégie télé et qu'on va chercher des contenus qui sont très très longs, alors les vidéos YouTube s'allongissent. Chez les gros créateurs, il y a beaucoup plus de formats très longs, c'est vrai, mais toute chose n'est pas égale par ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une vidéo fait 50 minutes qu'elle va marcher. Est-ce qu'il y a suffisamment de trucs intéressants à dire pour que ce soit une vidéo de 50 minutes? YouTube va beaucoup plus, même sur télévision, mettre en avant une vidéo de 10 minutes qui est regardée jusqu'au bout parce qu'elle est hyper intéressante qu'une vidéo de 1h30 qui est lâchée au bout de 10 minutes. Le watch time n'est pas forcément égal, quoi. Parce que c'est ce que les gens consomment sur télé, et donc c'est ce que YouTube va pousser à la majorité des gens. Donc voilà, la première raison, c'est simplement qu'il y a plus de vues. Mais
Et c'est ce que les gens consomment sur télé, pas forcément. D'ailleurs, la consommation de shorts sur télé est très populaire. Dans mes sources, là, je l'ai pas, là, c'est dommage. Mais YouTube en avait parlé. Une des plateformes préférées pour les shorts de YouTube, c'est le visionnage télé. Des gens qui sont sur leur télé, qui mettent des shorts. Et qui sont par essence des contenus courts. Donc, c'est plus la vidéo à la bonne personne au bon moment, qui est la strat YouTube de base, que genre juste un réflexe un peu bête et méchant de c'est long, donc ça marche. Deuxième raison qui est plus intéressante, c'est simplement que le domaine de la publicité en ligne sur YouTube a énormément maturé ces dernières années. Quand un annonceur fait son mix publicitaire, et ben il va se dire voilà, je vais mettre tant de pourcentage dans la télévision, tant de pourcentage dans les journaux papier, tant de pourcentage en publicité internet, tant de pourcentage sur YouTube. Et ce pourcentage, pour chaque canal, il va dépendre de son efficacité. Il y a 10 ans, c'est ce que j'appelle le flippening, le fait de flipper. C'est-à-dire que le spend digital et le spend YouTube va devenir plus élevé que le spend télé. C'est la direction dans laquelle on va. L'efficacité des pubs YouTube restait à prouver. C'était quand même un nouveau format publicitaire et on était sûr de rien. Sauf qu'avec les années qui passent, déjà il y a eu un effort énorme qui a été fait de la part de Google pour le tracking des publicités. Parce qu'en réalité, un truc qui est extrêmement important dans la publicité en ligne, c'est de savoir si jamais les publicités que tu fais sont... Et il y a eu un énorme effort de se rapprocher des régies pubs traditionnelles. Typiquement, YouTube a commencé à commander des... J'en avais déjà parlé parce que c'était quand même un truc vachement intéressant qui avait été fait par YouTube France notamment. Je trouve que la présidente de YouTube France a été une fine stratège sur cette histoire. C'est que comment s'appelle déclaration de Justine Rist, voilà, c'est ça. C'est que elle a décidé, au lieu d'être un outsider, YouTube va se conformer aux métriques et aux façons de calculer des médias traditionnels. Et donc YouTube a commencé à commander des études à Médiamétrie, qui est l'institut, en tout cas en France, qui s'occupe de gérer les audiences télévision, les audiences radio, etc. Donc voilà, c'était quand ? C'était en 2024, c'est en fin d'année 2024, c'est il n'y a pas si longtemps. On a Justine Rist, donc la CEO de YouTube France, qui a commencé à commander ses études d'audience. Et pourquoi elle fait ça ? Parce qu'on pourrait dire qu'on s'en fout complètement. YouTube a des façons de calculer l'audience beaucoup plus efficaces que Médiamétrie, c'est vrai. Mais les annonceurs, les régies publicitaires sont habitués à lire certaines données dans certains formats qui viennent de Médiamétrie. Et donc, au lieu d'être l'outsider, elle conforme son nouveau média, qui est YouTube, à la façon de penser des annonceurs. Et ça a été un vrai succès. C'est une très bonne façon de faire. On voit donc YouTube est la première chaîne de télévision en France, selon sa directrice générale, quand on prend effectivement ces audiences calculées par Médiamétrie. Efficace ou non. Et pour ça, les grosses régies pubs d'internet, à savoir Google et Meta, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de traquer un petit peu tout ce que tu fais sur tout internet. Ils ont plein d'outils pour ça. Ils ont Google AdSense, ils ont Google Analytics. Du côté de Meta, il y a le pixel Facebook qui traque tout ce que vous faites sur la majorité des sites internet. C'est toute une infrastructure complète pour savoir si jamais vous avez regardé une pub pour le dernier iPhone, est-ce que vous avez fini par l'acheter, combien rapporte individuellement chaque publicité, etc., etc. Et forcément, plus vous avez de données sur l'efficacité de vos publicités, plus vous pouvez vous permettre de payer cher. Si je sais que ma publicité va me rapporter $100, et je peux me permettre de mettre jusqu'à $99 de publicité. Alors attention aussi au problème d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas seulement un rapport d'efficacité, c'est aussi un rapport d'habitude. C'est aussi pour ça que ce flippening a pris énormément de temps. C'est qu'il y a une quantité d'habitudes sur la publicité traditionnelle qui est très très difficile à battre. La publicité traditionnelle à la télévision notamment a un système de tracking du Moyen-Âge. Il y a encore beaucoup de marques qui font de la publicité à la télé. Leur façon principale de traquer si c'est utile ou pas, c'est est-ce que les gens utilisent le code promo dont on a parlé à la télé. C'est aussi débile que ça. Donc ça fait longtemps que YouTube a de meilleures statistiques d'efficacité publicitaire que la télé, mais les vieilles habitudes sont difficiles à déloger. Il y a des relationnels. Thierry, il travaille avec Virginie depuis 25 ans à la régie pub de je ne sais quelle chaîne, et donc il a l'habitude de passer commande chez elle. Les agences avec qui il travaille ont l'habitude de faire un mix média avec de la télé, du machin, du truc. Tout le monde se connaît. Donc c'est des habitudes qui sont très très longues à déloger. Et c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie Médiamétrie YouTube a été très très intelligente. Parce que dans tous les cas, je vais gagner de l'argent à la fin. Et s'il y a bien un acteur qui connaît ce sujet, c'est Shopify qui sponsorise cette vidéo. Je l'aurais très fort, très fort. Comme d'habitude, on laisse. Si vous voulez discuter déjà ce que j'ai commencé à dire, moi j'ai l'habitude de ne pas skipper les OP parce que je soutiens les créateurs et je veux qu'ils gagnent plein d'argent. Donc on ne skip pas, on fait du watch time. Juste je baisse le son et pendant ce temps-là on peut discuter pendant qu'il fait son OP de ce que je dis jusque-là. Leur avis sur le sujet. Dites-moi. Beaucoup plus de données que moi, très intéressant. Mais en gros, Shopify permet aux créateurs de lancer leur propre marque, comme moi avec le. Pour l'instant, il joue pas mal ton jeu. Je vois pas comment il tire sa conclusion avec ses prémices. Moi non plus. Mais je pense que là, il est en train d'établir le sujet. Après, je m'épose toutes les 2 secondes, donc on a l'impression que ça dure des heures. Mais on en est qu'à 4 minutes
minutes de vidéo sur 28. Hein. Je pense que là, il met en place, ses points et il va y répondre après, quoi. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de créateurs qui essayent de diversifier. Ouais, mais l'OP, ça lui rapporte rien de plus ou de moins qu'on la regarde ou pas. Bah non, mais en fait, lui, dans son interface YouTube, il peut voir les moments de la vidéo qui sont skippés par les utilisateurs. Et donc, si les gens skippent l'OP, lui, quand il fait les reporting à la marque, à Shopify, là, qui lui a acheté une OP, bah, il doit montrer ses chiffres. Et donc, il va montrer combien de gens ont skippé l'OP, parce que tu vois où est-ce que les gens ont skippé. Donc moi, voulant soutenir les gens qui bossent là-dedans, parce que c'est aussi mon métier et je sais ce que c'est, bah, je skippe pas et je participe pas au fait qu'il ait un creux dans son watch time à ce moment-là de la vidéo. Voilà. La preuve, même moi, en termes d'innovation, en train de rajouter une nouvelle réalité. Par exemple, récemment, ils ont un Sidekick. C'est une IA qui est développée spécialement pour vous aider à construire, améliorer votre business. L'IA, elle a accès aux stats de vente, écrire des descriptions de produits. Alors évidemment, à titre individuel, ça a pas un impact fou, mais enfin, c'est une bonne habitude que j'essaye de garder pour soutenir. Je sais ce que c'est, quoi. Tu vois, voilà. je bosse là-dedans aussi. Et d'avoir des informations. En plus de ça, Shopify, ils apportent pas simplement une IA. Maintenant, ils ont leur propre moyen de paiement ShopPay et plein de nouveaux. Et tu vois, si vraiment juste c'est un truc dont je me fous et tout, tu peux baisser le son, tu peux machin, mais juste je le laisse tourner comme ça. Il fait son watch time. Tu vois, franchement, il se fait chier à faire une vidéo, machin, de 28 minutes avec ses arguments et tout. On va pas skipper une OP de 30 secondes, quoi, ça va. Des produits artisanaux ou n'importe quelle idée. Je vous invite fortement à passer par Shopify. C'est vraiment la référence du marché. Pour ça, il faut passer par mon lien shopify.com et on revient à notre analyse. Le deuxième point sur lequel YouTube a énormément évolué, c'est les. Tu m'as personnellement influencé sur ça. Les youtubeurs que j'aime bien et qui méritent plus de force, je skip plus. Voilà. Mais en plus, voilà, franchement, si vous êtes en train de faire autre chose, baissez le son, ça vous fait chier, machin et tout. Mais le fait de pas skipper, ça a vraiment un impact. Format eux-mêmes de publicité. À l'époque, je me souviens sur YouTube, tu pouvais juste mettre des pre-rolls, c'est-à-dire les pubs qu'il y avait avant les vidéos. Elles étaient skippables au bout de 5 secondes. Et quand les mid-rolls sont arrivés, genre que tu regardais une vidéo YouTube et que pendant la vidéo YouTube t'avais une pub, c'était une hérésie en fait. Les gens criaient au scandale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois la comparaison avec la grenouille dans la casserole. Et d'ailleurs, les mid-rolls ont été nerfs il y a 6 mois à peu près. Hein. Les mid-rolls ont été nerfs il y a 6 mois, puisque avant on pouvait placer des mid-rolls quand on voulait, et YouTube s'en servait pour. En fait, faut comprendre comment fonctionne le moteur de pub de YouTube. Je peux vous en parler si vous voulez, mais ça va être encore une tangente de 5 minutes. On va encore perdre 5 minutes. Hein. En gros, allez, c'est bon, je le fais. Et juste quelqu'un qui demande, et si on met en x2, si tu mets en x2, ça montre, t'auras quand même une baisse dans le watch time sur l'OP, parce que tu auras donné 50% de watch time en moins à cette partie de la vidéo. Donc mettre en x2 si tu veux ne pas skipper n'est pas une bonne solution. En gros, donc les youtubeurs, YouTube par défaut met des pubs au milieu des vidéos, ça s'appelle des mid-rolls. Les youtubeurs peuvent aussi rajouter des mid-rolls manuels à des endroits manuels. Les gens se disaient, ah là il y a des youtubeurs qui se gavent et qui mettent plein de mid-rolls et tout machin. En fait, la réalité, et ça sort pas de mon cul, ça sort des ingénieurs de chez YouTube à qui j'ai parlé de ce truc précisément. Notamment à Zurich, en 2025, on a eu encore un rendez-vous et on les voit relativement souvent. Quand un YouTuber mettait une publicité mid-roll manuelle dans une vidéo, ça ne veut pas dire que cette mid-roll va être déclenchée. Si un YouTuber met une mid-roll toutes les secondes dans une vidéo de 30 minutes, ça ne veut pas dire que YouTube va déclencher une pub toutes les secondes sur une vidéo de 30 minutes. Ce que ça veut dire, c'est que vous donnez la possibilité, vous donnez le droit au moteur, à l'ad engine, au moteur de publicité de YouTube, de placer une publicité. Mais c'est toujours YouTube qui a la décision finale de placer ou non une publicité individuellement selon les utilisateurs. Et il y a des gens qui regardent une vidéo YouTube, la même vidéo YouTube, qui vont avoir plein de pubs et d'autres moins de pubs, parce que YouTube, leur but, c'est de garder les gens sur le site et garder les gens sur la vidéo. Et s'ils pensent que déclencher une publicité à l'instant T va faire partir la personne, ils ne déclencheront pas la publicité. Si vous avez l'habitude de quitter souvent les vidéos quand il y a trop de pubs au milieu, vous allez vous faire proposer moins de pubs au milieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils ont encore nerfé le truc récemment, puisque maintenant, quand on met des mid-rolls au milieu, YouTube ignore même complètement celles qui sont intempestives, c'est-à-dire celles qui sont à des moments où ils détectent dans le son qu'il se passe plein de trucs. Bon, tous les YouTubeurs, d'ailleurs, comme moi, nous, on s'est fait nerf, on gagne moins d'argent sur YouTube cette année d'ailleurs. Ils mettent pas beaucoup de respiration et de pause dans leur montage, parce qu'on a un montage assez dynamique. Peuvent mettre moins de mid-roll parce qu'il y a moins ces moments d'insertion qui sont autorisés. Les mid-rolls apparaissent en rouge dans notre interface. Bref, ça pour vous dire que ça n'a jamais été aussi manuel que ça, les mid-rolls. C'est la faute est pas seulement à vos créateurs qui mettent plein de mid-rolls, c'est YouTube qui décide que vous supportez bien les mid-rolls. Bref. La grenouille, elle est dans la casserole commence petit à petit à chauffer, mais elle se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Bah nous, c'est pareil avec la publicité. Parce qu'au début, YouTube, ils nous mettent des pubs skippables de 5 secondes, puis une fois que t'es habitué, ils te mettent des pubs non skippables, puis
ensuite ils en mettent au milieu, puis ensuite ils mettent plusieurs pubs par coupure pub, et à la fin en réalité tu te retrouves avec une plateforme qui a 10 fois plus de publicité qu'il y a 10 ans, sans que les gens râlent plus que ça. En vrai, vous me l'accorderez, c'est... Maintenant, c'est relativement normal parce que les besoins de financement vont avec la croissance de la plateforme et les publicités ont toujours été moindres qu'à la télévision traditionnelle, surtout aux États-Unis. Je vous invite, si vous arrivez à trouver des streams de manière légale, je vous invite à vous taper 1 heure de télévision, allumer, je sais pas moi, CBC, CBS, MSNBC, NBC, allumer n'importe quelle de télévision aux États-Unis, vous allez voir ce que c'est de l'interruption publicitaire. Vous n'êtes pas prêts, hein. Donc oui, YouTube a grandi, l'économie des créateurs a grandi, les besoins en finance ont grandi. D'ailleurs, pas assez vite, puisque les créateurs honnêtement gagnent pas assez d'argent par rapport à l'impact qu'ils ont sur d'autres médias. Pour les millions de vues qu'ils font, ils gagneraient beaucoup plus. C'est très très réel ça. Donc oui, les formats publicitaires ont évolué et encore par rapport à la télé, on est light. Hein. Mais voilà, toutes choses étant égales par ailleurs, moi je comprends que la pub ça fasse chier. Je suis pas en train de faire l'éloge de la publicité, regarder la pub tout le temps. Moi-même j'ai YouTube Premium, donc je veux pas regarder de la pub, ça me fait chier. Mais je veux dire, c'est pas étonnant, c'est ça que je veux dire. Quand même assez malin, même si vous avez pas YouTube Premium, j'avoue c'est un petit peu relou. D'ailleurs pour fêter ça, je vous propose une petite coupure pub. Bon alors il y a un truc qui est quand même évident, c'est que ces revenus, ils ont un... Je sais pas si ça a marché parce qu'encore une fois, comme il y avait du son, YouTube a peut-être détecté que c'était pas une mid-roll autorisée. Mais j'ai Premium, donc j'ai pas les pubs. Un petit peu été fait au détriment de la télévision traditionnelle. C'est-à-dire que les budgets pubs qui initialement allaient à TF1, et au bout d'un moment, les marketeurs ils se sont dit peut-être c'est-à-dire que les budgets pubs... Digital finally killed the TV star. Worldwide digital and TV ad spend in billion US dollars. Donc il y a eu un flippening en digital, il n'y a pas eu un flippening sur YouTube. Hein, c'est au global. À quel point est-ce qu'il y a de la dépense sur la pub digitale versus la pub télé. Alors le digital au global a flippé effectivement en 2016, YouTube n'a pas encore flippé. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous sortir une autre source qui était de... Lequel je vais vous mettre qui était de Hollywood Reporter, que j'ai trouvé intéressante à vous montrer par rapport à ça. Hop là, on l'a juste ici. La publicité connaîtra un essor fulgurant en 2026, mais Hollywood risque d'être laissé pour compte. Donc ça, c'est un article du 2 janvier 2026, hein, c'est de cette année. Les pressions géopolitiques et les inquiétudes liées à l'IA persistent, mais la publicité devrait continuer de croître cette année, même si ce sont les géants de la technologie qui en récoltent les fruits. Voilà, donc on a en gros une analyse de WPP Media, donc qui est une grosse agence, qui revoit ses prévisions de croissance du marché pub 2025 à 8,8% et Madison & Wall à 11%. Les deux agences anticipent une poursuite de cette croissance en 2026. WPP qui table sur une croissance de 7% hors publicité politique, oui, parce qu'aux US, il y a la publicité pour les politiques, c'est encore autre chose. D'accord, oui, très bien. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ça. Voilà. Alors que les médias commerciaux, comme la publicité cliquable et celle axée sur le commerce de détail, les médias sociaux et la recherche continuent leur croissance à 2 chiffres et que YouTube continue également de croître rapidement, la télévision continue de s'effondrer. Madison & Wall prévoyant une baisse de 12% au 3e trimestre pour la télévision nationale et de 4% pour la télévision locale. WPP Media note par ailleurs que la publicité télévisée fait preuve d'une stabilité remarquable en termes absolus, avec un total de 167,4 milliards de dollars en 2025, donc plus 0,6%, et de 170 milliards de dollars en 2026, plus 2%. Toutefois, cette résilience apparente masque un changement fondamental dans la position de la télévision sur le marché. Ce que je veux dire par là, et vous pourrez lire l'article en entier, c'est que la croissance du spend publicitaire sur YouTube augmente, et sur la télé, on a une croissance qui est en train de faire un plateau. Pourquoi ? Parce que c'est un legacy spend. C'est une dépense d'habitude. Ce n'est plus une dépense en croissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vague n'est pas derrière nous, la vague elle est devant nous, puisqu'on a une industrie qui est en croissance fulgurante en face d'une industrie qui est en stagnation. Elle n'est pas encore en chute. Vous notez que le rapport de WPP Media pour 2025 ne dit pas que la pub en télé est en train de chuter de 25%. On n'en est pas là encore. Donc c'est pour ça que quand Fuse va dire dans sa vidéo, et j'imagine que ce sera son argument plus tard, qu'on est arrivé au top de la creator economy, que les spends, ça y est, maintenant la transition a été faite et tout. Bah non, en fait, c'est pas ce que nous disent les chiffres des gens qui étudient cette industrie toute la journée. Voilà. Bref, j'ai fait des petites sources et tout, vous avez vu. Qui initialement allait à TF1, et au bout d'un moment, les marketeurs ils se sont dit peut-être que notre budget publicité il serait un petit peu mieux investi si jamais on le mettait sur internet, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. etc. Et c'est ce qu'on remarque dans les chiffres. Ça a mis beaucoup de temps. En vrai, je pensais que ça arriverait plus tôt, mais les budgets publicitaires de la télé commencent un petit peu à baisser, au profit évidemment d'Internet.
Mais c'est ce qu'on voit ici. Regardez. En fait, il utilise notamment cette charte pour faire. D'ailleurs, quelqu'un dit dans le chat, je dis au passage, cette chaîne de Fuse est très quali, c'est rare. Ah oui, c'est très très quali. Moi là, je fais mon contrarian parce que je suis absolument pas d'accord avec lui, mais encore une fois, ce qu'il fait est vachement bien. C'est un gars que j'aime bien. Abonnez-vous à lui, allez liker sa vidéo. On a juste deux faces de la même pièce de l'argument, lui et moi là-dessus. On n'est pas d'accord du tout, mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Et justement, il utilise cette charte qui est Global All Adults Average Daily Consumption Q1 2015 to Q4 2024. Donc c'est la consommation de la télé versus la consommation du streaming en ligne. Donc encore une fois, c'est même pas que YouTube. Donc YouTube peut encore avoir une croissance plus élevée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que en 2024, on n'a toujours pas dépassé la consommation télévisuelle. Donc on n'est pas encore du tout au flippening. On n'est pas encore du tout de l'autre côté de la montagne. Le tout avec le marché de la publicité qui reste en croissance à l'international. Donc en fait, vous avez un marché qui est en croissance et en même temps YouTube qui récupère des parts de marché sur les autres. Donc là-dessus, tu m'étonnes que les CPM ils explosent. Et je pense que ça va encore un tout petit peu durer. Je pense encore une dizaine d'années avant que les... Ah bah on n'est pas sur le même argument. Ok, on n'est pas... Oui, alors... D'accord, alors sur 10 ans, moi je suis absolument incapable de vous faire une prédiction aussi lointaine sur une industrie innovante. Une industrie de la tech, les gens qui vous disent faire des prévisions certaines à 10 ans, c'est du charlatanisme. Je n'en sais rien. J'ai une intuition, mais à 10 ans, on peut reparler. On peut en parler. Les CPM se stabilisent ou peut-être même commencent à descendre. Donc si vous êtes youtubeur, c'est plutôt cool. En tout cas, si dans 10 ans les CPM se stabilisent, c'est parce qu'ils auront fait au minimum x5 au global, à mon sens. La raison, elle est relativement simple. Tous les nouveaux trimestres, YouTube sort des nouveaux outils qui permettent de faciliter la vie aux annonceurs. Et ce qui est d'ailleurs très puissant, c'est que historiquement, chez Google, ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est ce qui s'appelle les AdWords. C'est-à-dire quand vous cherchez une recherche Google, les petits liens sponsorisés que vous avez au début, c'est là où Google gagne la majorité de son argent. Et en fait, là, ce qu'ils font, c'est que quand un annonceur vient et veut prendre du AdWords, et ben il dit, écoutez, en fait, en réalité, vous allez avoir plus de clics et ça va mieux marcher si en plus vous prenez une campagne YouTube, parce que ça va vous permettre de mettre le nom de votre marque dans la tête des gens, et donc vos clics vont coûter moins cher derrière. Et donc, c'est ce que font toutes les bonnes régies publicitaires. Ils font du bundling pour pouvoir vendre les trucs qu'ils ont envie de vendre et qu'ils ont du mal à vendre tout seul. Je sais que vous venez, vous clients, pour ceci, mais tenez, prenez un petit peu de ça, on vous fait une ristourne, prenez machin. Ça leur permet de vendre plus et de faire des upsells, et c'est effectivement une bonne strat. Donc en réalité, le fait que Google ait racheté YouTube en 2005, ben c'est... Quelqu'un qui dit, excuse-moi, je réponds à une question de chat en même temps. Est-ce que les youtubeurs peuvent choisir le genre d'annonce durant les mid-rolls pour proposer des pubs ou des promotions qui plairaient davantage à leur audience? Non. Mais il y a quelque chose dans ce sens-là qui va évoluer en 2026. On en parle après, parce que je crois qu'il en parle après. C'est extrêmement rentable pour les créateurs YouTube. Je pense qu'on n'aurait pas du tout un CPM aussi élevé si jamais YouTube était indépendant. Du coup, je pense que dans les... Alors, Fuse, respectueusement, le CPM n'est pas élevé. 3 € de CPM, c'est très faible. Et je te dis pas ça pour te critiquer, je te dis ça parce que moi, je pense que tu mérites 20. Voilà, la qualité de ton contenu, tu vois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, t'amènes des trucs, tu fais des vidéos souvent, qui sont bien faites, sont bien montées, bien écrites, bien pensées, t'as une large audience et tout. Dans un monde où YouTube a remplacé complètement la télé, ton CPM, il est à 15-20, Fuse. Et je te souhaite de l'avoir. Moi, rien qui me rendrait plus heureux que de te voir thrive, cher ami. Mais donc non, il n'est pas élevé le CPM. Rendez-vous compte des CPM qui sont en télé, c'est des CPM à 2 chiffres, les amis. 10 prochaines années, il y a encore pas mal de choses à aller chercher dans ce que rapportent les pubs YouTube individuellement. Ce que rapportent 1000 vues YouTube grosso modo. Ne serait-ce qu'avec l'IA, en fait aujourd'hui, les pubs peuvent être beaucoup mieux targetées parce que l'IA peut réfléchir à ce qui vous intéresse et proposer de la pub qui est encore plus targetée pour vous. Néanmoins, je pense pas non plus qu'on va aller chercher un x10 en termes de revenus pub. Je pense que la marque... Ça dépend. Si tu parles de sujets déjà très rentables, genre finance, si. Et en tout cas, je pense qu'un x5 est relativement conservateur et réaliste, quoi. Encore une fois, regarde à combien se vendent des pubs télé aujourd'hui encore. Honnêtement, on en est assez loin. Marge de progression et surtout, moi, il y a un truc que je voulais. Alors ça, je l'avais pas prévu, mais si je pourrais avoir une charte, j'aimerais bien vous montrer une charte. Voilà, ça. Est-ce que j'en ai une charte de ça? C'est un truc que j'aimerais bien vous montrer. On a la croissance moyenne ou pas? Ça, c'est la croissance, annual returns, positive return, negative return, monthly return. Non, je veux voir juste une charte des monthly returns, s'il vous plaît. Excusez-moi, je prends une seconde pour trouver ma source, que je trouverais ça intéressant. Voilà, oui, ok, bon, alors c'est pas la meilleure charte du monde, je suis navré, mais ça devra faire l'affaire. Ça devra faire l'affaire et vous comprendrez un peu le point que je veux faire. Le point que je veux faire, c'est que lui, il est en train de dire que on est quasiment au top absolu de croissance sur ces trucs-là. Or, on a déjà établi qu'on est dans une industrie nouvelle, une industrie de tech, une industrie qui est en hyper croissance à 2 chiffres. Et selon lui, donc on sait que la croissance de la creator economy est à 25%. Ça, c'est les chiffres officiels pour 2025. Et que, selon les analystes, ça va continuer comme ça pendant quelques années encore. Au moins 3, 4, 5 ans. Ça, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui.
Alors après, il y a différentes façons de trouver ces chiffres. On peut critiquer les méthodologies, les machins, tout ce que vous voulez, mais enfin, il n'y a pas une déviation énorme. Il n'y a pas un institut qui dit 3% et un autre institut qui dit 25%. 25%, c'est le chiffre un peu global sur lequel tout le monde est d'accord. On en a qui sont tombés jusqu'à 20, on en a, mais bon, l'ordre de grandeur est sensiblement le même. J'aimerais vous prendre, donc ça c'est la creator economy. Et donc selon lui, on va tomber à 0 de croissance, puisqu'on va plateau d'ici quelques années. Ok, donc on passerait de 25 à quasiment 0 de croissance ou 2-3% de croissance. Moi j'aimerais faire le parallèle avec une industrie hyper mature et un indice hyper mature pour voir quel genre de croissance a un indice hyper mature par rapport à ça. Donc un indice qui n'est pas du tout de la tech, qui est très très boomer, qui est composé d'entreprises qui sont là depuis des décennies, si ce n'est des siècles, qui bougent très très peu, qui est extrêmement plan-plan. Et cet indice, c'est le CAC 40. Le CAC 40 français, donc les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, si on regarde la croissance de ces boîtes-là, pour la comparer à la creator economy, alors on compare des poires et des carottes, on est d'accord, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, industrie très mature vs industrie pas mature du tout et très nouvelle. Bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc bon, la crise de 2008, ils nous ont fait un moins 42%, hein, mais les années positives, ils nous impriment du 8%, 4%, 9% de croissance, 26%, 28%, 16%, avec des années de baisse, évidemment, et des années de contraction. La crise Covid a eu une contraction de 7% sur le CAC 40, puis 28% l'année suivante. Évidemment, voilà, tu ne peux pas avoir de la grosse croissance sans de la normalisation de temps en temps, c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire par là, c'est que si un indice complètement boomerisant, comme le CAC 40, qui sont remplis d'entreprises comme Air Liquide, des gros industriels très patapouf qui prennent beaucoup de temps à changer, qui ont quasiment aucune innovation parce que c'est des gros machins industriels qui prennent beaucoup de temps à bouger. Si même des industries comme ça arrivent à nous imprimer relativement régulièrement des croissances à 2 chiffres, dans quel univers une industrie qui est beaucoup plus mobile, qui n'a pas encore avalé la totalité du marché, arrêterait de grandir à 25% year over year? Moi, c'est ça mon argument. Alors, il n'est pas complet cet argument, il n'est pas parfait, mais il donne un argument directionnel que je trouve pas totalement inintéressant. Vous pensez que le CPM hard disk est en dessus ou au-dessous de 50 € sur YouTube? Sur YouTube, il est bien en dessous, évidemment. Je connais que quelques rares personnes qui sont à ce niveau de CPM en France. Et c'est extrêmement rare et c'est pas les gens que vous croyez, c'est pas les YouTubeurs connus. Ça va être une obscure chaîne pour les nouveaux parents de 100 000 abonnés et qui, en fait, les publicitaires se les arrachent parce que les nouveaux parents, ils achètent plein de trucs. Attends, c'est vraiment possible? Bien sûr. Bien sûr, si tu as une chaîne de finance, notamment, dans la finance et dans tout ce qui est parentalité, tout ce qui est trucs comme ça, c'est des audiences qui valent extrêmement cher parce que c'est l'audience parentalité, mec, les parents, ils achètent des landos à 800 balles par paquet de 12, tu vois. Donc, enfin, tu vois, c'est des trucs, ça vaut extrêmement cher comme audience. Dans la finance, c'est pareil. Quand tu parles de finance, quand tu as une chaîne de finance, uniquement de finance, les CPM, oui, j'ai vu du 2 chiffres, oui, tout à fait. Les mecs dans la crypto comme Asher, ils sont au-dessus de 20, tu penses? Je pourrais lui demander, parce que je connais bien Asher, mais je ne lui ai jamais demandé. Je pense pas. Je pense qu'ils sont plus bas que la finance traditionnelle. Parce qu'il y a moins d'acteurs en crypto qui cherchent à recruter du client comme ça. Dans la finance traditionnelle, tu vois, quand tu vends de l'assurance vie, du PEA et tout, en général, les clients, ils vont être fidèles à la plateforme pendant 20 ans. Donc la valeur du client, la marque est prête à mettre énormément en budget pub parce qu'ils savent que quand quelqu'un s'inscrit chez eux pour ouvrir un PEA, un CTO, une assurance vie ou je ne sais quoi, en général, ça fait chier de changer de plateforme. On peut le faire, mais à part les vrais érudits qui changent de plateforme tout le temps dès que les frais changent et tout, personne ne fait ça, tu vois. Que c'est chiant. Donc c'est des audiences qui valent très cher en crypto. Je sais pas si ça a atteint la TradFi encore, mais donc je ne sais pas. Mais je pense, si je devais faire une estimation, que des gens comme Asher sont bien en dessous de gens qui parlent de bourse, par exemple. Bref, on continue. Je vois qu'il n'y avait pas de questions sur mon point de tout à l'heure. Peut-être de 50%. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai peut-être un CPM de 3 €. Et bah, peut-être que dans 10 ans, mon CPM, il sera de 4,50 €. Non, mais Fuse. En fait, là, je trouve qu'il fait une erreur qui est d'avoir une vision photographique. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte dans son paramètre la croissance en tant que concept. De 3 € à 4,50 €, c'est même pas suivi de l'inflation. Non. Dans 20 ans, j'espère bien que tu auras un CPM qui sera à 17-18, cher ami. En tout cas, je te le souhaite vivement. J'ai peut-être un CPM de 3 €. Et bah, peut-être que dans 10 ans, mon CPM, il sera de 4,50 €. Ce qui est très bien, hein, c'est même énorme. Mais on n'est quand même pas sur les niveaux de croissance qu'on a connus ces dernières années. Surtout qu'il y a un deuxième phénomène en parallèle. Ce phénomène, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de créateurs qui font des vidéos sur YouTube qu'il y a 10 ans. Il y a une stat que je trouve complètement... Oui, mais il n'y a pas assez de vidéos qui génèrent de watch time. Il peut y avoir énormément de créateurs. Si ces créateurs ne créent pas des vidéos populaires
populaires, donc des vidéos sur lesquelles les gens restent longtemps, la part de watch time est quand même relativement concentrée. Effrayante, mais il y a 5 ans, sur YouTube, t'avais des centaines de créateurs qui faisaient plus de 100 millions de vues par mois. Mais vraiment, même des gens qui faisaient des contenus assez niches. Je me souviens par exemple, dans le YouTube américain, évidemment, parce qu'en France, il y a très peu de gens qui ont réussi à taper les 100 millions de vues. Je crois, si je dis pas de bêtises, que je peux les compter sur une main. Il y a 100 millions, c'est beaucoup. Mais en même temps, pardon, tu parles d'un pays de moins de 70 millions de personnes. Donc, alors certes, il y a la Belgique et le Canada et tout, mais enfin, grosso modo, sur la francophonie, 100 millions de vues, c'est gargantuesque. Squeezie, qui a dû faire ça peut-être 6 ou 7 mois, Swan The Voice, et je crois que c'est tout. Je connais pas d'autres chaînes YouTube françaises qui tapent plus de 100 millions de vues par mois. En tout cas, des chaînes qui produisent du contenu en français, parce que t'avais peut-être des chaînes pour enfants qui tapaient des 100 millions. Ouais, il y en a 2-3, notamment des chaînes pour enfants qui produisent en français, mais c'est vrai que c'est rare, mais en même temps, on n'a pas besoin de faire 100 millions de vues pour que l'économie croisse, tu vois, enfin, je comprends pas l'argument. De vues et tout, c'était pas du tout les niveaux d'aujourd'hui. À votre avis, là maintenant, en 2026, combien de créateurs font plus de 100 millions de vues par mois à l'échelle globale de la plateforme 100 millions de vues sur les formats longs, donc sans compter les shorts. Sans compter les shorts, combien il y en a 100 millions de vues par mois. C'est pas compliqué. Je crois qu'on a, de mémoire. Là, je fais tout ça de mémoire. Je crois qu'on a. Mais ça aide. Les chiffres vont pas être bons parce que ça a été bousillé par les shorts. Il y a plein de créateurs qui ont grandi avec les shorts. Mais la dernière fois que j'avais regardé concernant les longs, il y a genre 25 000 chaînes qui ont plus d'1 million d'abonnés dans le monde, un truc comme ça. Je le fais au doigt mouillé de chiffres que j'ai vus il y a longtemps, donc je me trompe certainement. Des chaînes qui font 100 millions de vues par mois sur l'année dernière, là, ça doit être très rare. Il doit y en avoir. Si on a 100, c'est le bout du monde, je pense. Peut-être 200, je sais pas, mais ça se compte en centaines maximum, mais forcément, c'est très bas. Mais le truc, c'est que si la valeur de l'audience augmente, globalement, on s'en fout, quoi. Je parle pas juste en France. Il y en a une cinquantaine. Je sais pas si. Voilà. Bon, oui, 50, mais c'est encore moins que je pensais. Si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans une plateforme qui a peut-être 5 ou 6 fois plus de viewers qu'il y a quelques années, mais les plus gros créateurs font moins de vues. Ça veut simplement dire que les vues se diluent en de plus en plus de créateurs. Et tu prends le premier de la plateforme, MrBeast lui-même, il stagne complètement sur ses vues. Si tu prends le ratio entre son nombre d'abonnés et son nombre de vues, Mais c'est normal, il est en train de rentrer dans une nouvelle phase de sa carrière, et ça, pour le coup, je peux en parler. Je ne donnerai pas mes sources, mais je connais pas mal de gens qui travaillent ou qui ont travaillé chez Beast, et c'est une nouvelle phase de sa carrière qui n'est plus une phase d'hypercroissance. Mais il a été tellement dans l'hypercroissance que c'est très compliqué d'aller au-dessus, mais c'est normal. Il a dégringolé ces dernières années. Alors, en vrai, il s'en sort bien, on va pas se mentir, j'en parlerai peut-être un petit peu après dans la vidéo, mais dites-vous que là, pour continuer à faire énormément de vues, il est obligé d'utiliser des stratégies un petit peu limites, comme payer de la publicité sur ses propres vidéos. C'est-à-dire... Oui, il a recruté un Head of Paid Acquisition récemment, qui est quelqu'un qui s'occupe de faire l'acquisition de vues payantes, autrement dit, faire des publicités qui coûtent moins cher que les vues qu'elles rapportent. Ce qui est une stratégie, je trouve, totalement valable et pas du tout limite, personnellement, à son échelle. Je dirais pas à tout le monde de faire ça, de payer pour avoir des vues, mais à son échelle où il est une entreprise de production de contenu, il est plus proche d'un 20th Century Fox ou d'un Universal que d'un YouTuber lambda. Et donc, le contenu, les vues payantes font partie d'une stratégie qui englobe plein d'autres trucs, l'organique, le machin, le truc. Ça me choque absolument pas personnellement. C'est-à-dire que parfois vous scrollez le feed short de YouTube, vous tombez sur une publicité et la publicité c'est un short de MrBeast. Mais la raison pour moi elle est assez évidente, c'est que le mainstream n'existe plus. Les gens ne regardent plus tous la même chose. Alors ça c'est très vrai, ça, je suis tout à fait d'accord. Ou presque, voilà, peut-être que les imposteurs de Squeezie, il y a une grosse partie de la population française qui va les regarder, mais il y a de moins en moins de youtubeurs mainstream. Et je pense d'ailleurs en réalité que les youtubeurs mainstream, ça n'existera plus. Je pense que la dernière génération, c'était peut-être les Michou et Inoxtag, mais après ça, je pense qu'on aura des micro-communautés qui iront pas chercher des millions et des millions de vues, enfin si, ils iront chercher des millions et des millions de vues, mais pas au-delà. Et je vais prendre mon exemple à moi. Moins de très gros chiffres et plus de valeur dans les niches, je suis assez d'accord. Je crois que le mois dans lequel j'ai fait le... Je savais pas que c'était possible d'être rentable, de faire de la pub pour faire de l'acquisition de viewers. Si, parce que, je sais pas, quand t'es MrBeast, si t'as une marque qui te paye 10 millions de dollars de sponsoring sur une vidéo, et que tu touches, je dis n'importe quoi, 1 euro les 1000 vues, si tu arrives à avoir des gens qui sont spécialisés en publicité internet, qui arrivent à faire des publicités qui coûtent 80 centimes par vue, t'es extrêmement rentable en fait. Tu gagnes 20 centimes par vue. Et pour moi, quand t'es une très grosse chaîne YouTube, c'est tout à fait valable comme stratégie, parce qu'en fait, la croissance organique, ça va un temps. Mais quand t'es à l'échelle de MrBeast, tu peux pas faire que de la croissance organique. Ou alors tu t'en bats les couilles de continuer à croître, ce qui est tout à fait valable. Mais quand t'es dans
cette logique, bah rajouter de la pub fait partie d'une brique de trucs en plus que tu peux faire qui est pas forcément idiot, tu vois. Plus de vues, c'était, si je dis pas de bêtises, 36 millions de vues en un mois. C'est des chiffres qui aujourd'hui sont très difficilement atteignables. Là aujourd'hui, je fais peut-être sur toutes mes chaînes confondues 13 ou 14 millions de vues et pourtant je gagne autant qu'à l'époque où je faisais 36. C'est vous dire l'évolution des revenus. Alors en France, il y a je crois une personne qui arrive encore à faire autant de vues, ça doit être Unchained. En tout cas dans le gaming, hein, je parle du gaming parce que c'est vrai que du coup, mais même en vrai, même tu prends Michou et Inoxtag, tu prends Squeezie, tu prends tous les gros créateurs, je sais pas s'il y en a tant que ça, à part peut-être dans les niches pour enfants, je sais pas s'il y en a tant que ça qui t'a plus de 30 millions de vues par mois. Là où elle... Après attention, c'est aussi des gens, parce que Unchained, je le connais pas bien, mais de ce que je vois, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de stratégie YouTube. La plupart des créateurs français ne sont pas, j'allais dire haut niveau, mais c'est pas péjoratif. La plupart des créateurs français s'en battent un peu les couilles de cet aspect au petit YouTube. Hein. Ça n'intéresse que les nerds comme nous. Hein. Même dans les gros créateurs français, vous seriez surpris de voir à quel point c'est pas du tout un sujet pour eux, ces trucs-là. Ils sont pas du tout là-dedans. Donc en fait, c'est pas étonnant parce que je pense qu'ils ne cherchent pas à faire ça aussi, tu vois. À l'époque, 30 millions de vues par mois, c'était bien, mais c'était pas non plus le truc le plus incroyable, quoi. Il y a un autre parallèle que je trouve assez intéressant, c'est Twitch. Sur Twitch, c'est exactement ce qui s'est passé et ça s'est encore plus vu. Parce que contrairement à YouTube, le nombre de viewers sur Twitch ces dernières années a diminué. C'est-à-dire que... Bon, Twitch, c'est sur assistance respiratoire d'Amazon depuis un moment, tout le monde le sait, personne sait quand ça va cut, et si ça va cut un jour, mais en tout cas, c'est toujours compliqué Twitch, ça. Le pic, c'était le Covid, et ensuite, ça a fait que lentement diminuer petit à petit. Sauf qu'en parallèle, il y a eu énormément plus de créateurs, ce qui fait que le nombre de viewers sur Twitch a été grandement dilué aussi. Après Twitch, c'est un petit peu différent parce qu'avec leur système de recommandation, qui en fait n'est pas un système de recommandation, c'est un petit peu winner takes all. C'est-à-dire que les streamers qui ont déjà le plus de vues se mettent à snowball parce que c'est eux qui sont mis en avant. Donc c'est pas exactement la même situation. Oui, et puis pour être en haut des catégories, beaucoup de streamers trichent. Hein, on va pas aborder ce sujet dans ce stream, ce n'est pas le sujet, mais disons qu'on parlait beaucoup des bots sur Twitch là pour remonter dans les catégories dernièrement. Moi là, je commence à travailler plus mes streams, à vouloir grandir en stream et tout. C'est un truc cette année sur lequel je mets beaucoup de focus et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si mon stream n'était pas aussi grand que je le voudrais, en général, moi je suis plus du genre, moi je suis très stratège. J'aime beaucoup ça, c'est un jeu qui me plaît. Donc quand quelque chose va pas dans le sens que je veux, je me dis bah c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas assez bien travaillé, que ce soit en termes de quantité de travail ou de qualité de travail. Et donc si je veux continuer à grandir, si je veux inverser un peu la vapeur et tout, bah je vais juste retravailler ma stratégie, repenser, peut-être que j'apporte pas ce que les gens veulent vraiment, peut-être que machin et tout. Donc je me remets beaucoup en question et c'est comme ça que je travaille. Et c'est ce qui a marché d'ailleurs. Sur le contenu court. Le contenu court, c'était mon focus l'année dernière. On est passé de 25 000 abonnés Instagram à 155 000 et de 5 000 sur Facebook Reels à 230 000. On a une vraie stratégie contenu court maintenant avec des gens dans mon équipe qui ne travaillent que à ça. Ça fonctionne très bien. On en publie un par jour. Donc c'est cool. Je suis content, tu vois, en se remettant en question, en travaillant, en machin. Sur le stream, je me suis rendu compte, en analysant des chaînes qui font la même chose que moi, que semblerait que beaucoup de ces chaînes dans ma liste ont une audience qui n'est pas faite de chair et d'os. Et que donc je devrais pas trop m'inquiéter si je suis un petit peu derrière les wagons en termes d'audience sur Twitch et en live et tout, puisque si on enlevait certains procédés informatiques, beaucoup de mes comparses seraient à des niveaux d'audience similaires à moi. Tout ce que je dirais pour l'instant, bien sûr. Mais ça m'énerve un petit peu. Que YouTube. Bref, du coup ma take, elle est relativement simple. Ce que vont gagner les youtubeurs pour 1000 vues vont augmenter dans les 10 prochaines années. Mais leur nombre de vues va diminuer. L'un dans l'autre, ça va se stabiliser. Je pense qu'il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Ceux qui arrivent à garder leur communauté et à la faire un petit peu croître, ils vont gagner plus d'argent parce que du coup ils vont faire plus de vues et en même temps... Tout le monde dans le chat qui dit moi je suis un bot, blip blop. Leur revenu par vue va augmenter et il y en a d'autres qui vont un petit peu se faire bouffer parce qu'ils vont pas réussir à renouveler leur contenu, ils vont faire petit à petit de moins en moins de vues. Ça va être contrebalancé par le fait qu'ils gagnent. C'est ça le souci avec l'éthique dans le monde du business, c'est pas rentable. Attendez, on va retourner à la vidéo, juste je termine cette tangente, mais en fait pour moi c'est pas qu'une question de simple éthique, même si c'est important. C'est aussi que moi perso, les stratégies de botting sur Twitch, je sais que ça marche. J'ai analysé le truc, j'ai vu combien ça coûte. Si je bottais sur Twitch, ne serait-ce que 500 viewers de plus, je pourrais être tout en haut de la catégorie just chatting à chaque fois que je stream. Et du coup, des gens me découvriraient comme ça et du coup, ça marcherait. Je pourrais tout à fait tricher sur Twitch et devenir un gros streamer comme ça, comme apparemment tout le monde fait. Je me rends de plus en plus compte en analysant des chaînes qui font la même chose que moi. Bref, mais en fait, je veux pas faire ça pour une raison très simple, c'est que sur Twitch,
Je vends aussi, je vends aussi des trucs sponsors à des marques. On a parfois des streams qui sont sponsorisés et c'est strictement hors de question, déjà parce que c'est illégal et en plus que c'est horrible. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais j'ai pas d'autres mots. Mais je ne vais pas vendre des fausses statistiques et des fausses audiences aux marques avec qui me font l'honneur de me faire confiance, avec qui je travaille et qui j'ai une relation de confiance. On a des marques avec qui on travaille et qui ont fait des streams sponsorisés. Ils me font confiance depuis des années. On a des très belles relations. Ils viennent, ils achètent de l'espace sur Twitch, mais aussi sur YouTube, sur Insta et tout. Je vais pas commencer. Je sais que plein de streamers font ça. Apparemment, tout le monde s'en fout. Ça a l'air d'être. Mais je pense qu'un jour le coup près va tomber, hein, les gars. Hein. Un jour, les marques vont se rendre compte que vous vous foutez de leur gueule depuis des années. Et c'est absolument hors de question que je vende à des marques des audiences qui ne sont pas vraies. C'est de la fraude. Je ne veux pas vendre un produit frauduleux à mes clients avec qui j'ai une très belle relation. Non, en fait, c'est de la folie de faire ça. Apparemment, tout le monde est à l'aise avec ça, mais c'est hors de question. Si tu veux tenir longtemps, avoir des belles relations avec des marques pendant longtemps et tout machin, tu peux pas faire un truc pareil, quoi. Bref, pour moi, ce truc va se cracher à un moment donné. Bref. Un peu plus par vue, et voilà quoi. Maintenant, le truc qui est inquiétant qui va se produire, c'est dans 10 ans, quand les CPM vont se stabiliser ou vont commencer à baisser, et quand la quantité de nouvelles personnes qui découvrent YouTube va commencer à stagner aussi, parce que là aujourd'hui, stabiliser oui, baisser non, quoi. Je crois YouTube c'est quelque chose comme 2 milliards d'utilisateurs uniques par mois. On peut encore continuer à... Mais toi, tu n'as pas peur d'en payer les pots cassés à cause de ceux qui en abusent, genre que tes sponsors te soupçonnent de faire comme eux à tort? C'est pas possible puisque moi je peux prouver que c'est pas le cas. En fait, n'importe quel sponsor qui se mettrait à maîtriser un peu plus la plateforme Twitch pourrait aller sur Twitch Tracker et trouver très facilement si l'audience de l'influenceur avec qui il travaille est fausse ou non. Et en fait, moi, quand tu vas sur Twitch Tracker et que tu regardes les charts d'évolution de mes viewers par stream et tout machin, c'est strictement impossible que mon audience soit fausse et que je botte. Voilà. Ou alors je suis pas très malin parce que j'en ajoute pas beaucoup. mais les marques ne regardent pas. Non, parce que les marques ne maîtrisent pas encore bien Twitch, mais quand elles vont s'en rendre compte, ça va être quelque chose. Et quand tu vas sur certaines chaînes Twitch, c'est marrant parce que quand ils lancent leur live, ils ont tout de suite 300 viewers. Il y a pas de croissance lente, il y a pas de variation, ils allument un stream, 300 viewers, ils arrêtent le stream, 0. Et il y a 10 personnes qui parlent dans le chat. Et voilà, c'est peut-être une audience tout à fait engagée, qui consomme leur contenu dans la voiture et qui ne commande jamais. On sait pas. Hein. On sait pas. Bref, il était en train de parler des tailles de YouTube. Et laissez-moi dans le sujet déjà que c'est assez long comme ça. Aussi, parce que là aujourd'hui, je crois YouTube c'est quelque chose comme 2 milliards d'utilisateurs uniques par mois. On peut... Ouais, c'est ça. J'ai une source sur la croissance en plus. Si ça vous intéresse, c'était Express Info qui avait fait ça, qui était vachement intéressant. Hop, c'est très très à jour. On est sur mars 2026, donc on est sur vachement à jour. Donc 2,7 millions d'users mensuels actifs en 2026. États-Unis, deuxième marché, et l'Inde. L'Inde, c'est le marché le plus intéressant pour YouTube. On voit ici le truc par pays, 500 millions d'users en Inde, 254 aux États-Unis. États-Unis et Brésil, c'est la puissance économique des Amériques. Intéressant. Croissance rapide en Asie du Sud-Est. Pareil, pourquoi est-ce que je parcours ce truc de manière un peu rapide? Parce que c'est intéressant de s'intéresser aux autres géographies. La tech n'est pas seulement un écosystème dans lequel il y a des occidentaux, américains et européens. Il y a tout un tas d'autres géographies, certaines qui ont eu moins accès à Internet ces dernières décennies, qui arrivent online avec des bonnes connexions pour regarder des vidéos en 4K. Donc il y a plein de trucs qui bougent. Je vous lis juste rapidement sur le marché européen. Le marché européen de YouTube se caractérise par un taux de pénétration élevé par rapport à la population totale plutôt que par un nombre brut d'utilisateurs. L'Allemagne domine le continent avec environ 65 millions d'utilisateurs, suivi du Royaume-Uni avec 55. La France, l'Espagne, l'Italie et la Pologne comptent chacune entre 35 et 50 millions d'utilisateurs, ce qui fait de l'Europe un bloc régional important malgré l'absence d'un pays parmi les 5 premiers au niveau mondial. Les habitudes de visionnage en Europe occidentale diffèrent sensiblement de celles des marchés à forte croissance. Les audiences allemandes et polonaises, par exemple, génèrent peut-être moins de commentaires que les utilisateurs brésiliens ou indonésiens, mais elles affichent une durée de visionnage par session nettement supérieure et un taux de fidélisation plus élevé. Pour les créateurs de contenu axés sur les formats longs, tels que les documentaires, les tutos et les contenus financiers, cette fidélité se traduit par des revenus publicitaires élevés et constants. En Espagne, au Royaume-Uni, le taux de pénétration de YouTube avoisine les 90% de la population internaute. Voilà. Et au Moyen-Orient, pareil, etc. Donc c'est intéressant. Ça vient de Express Info, si vous voulez avoir un peu la source. Et on a la tendance de croissance ici. On a eu un léger revirement en 2025, mais on a toujours une croissance qui redémarre, quoi. Donc tu vois, à part 2025, grosso modo, c'est une croissance qui est absolument inarrêtable pour l'instant. Donc on n'est pas encore au pic. Et ils font bien de préciser qu'il y a des pays où YouTube est interdit ou restreint d'ailleurs. Bref. On peut encore continuer à monter. L'exemple, c'est Facebook qui a à peu près le même nombre d'utilisateurs et qui arrive toujours à rajouter 100 ou 200 millions par trimestre. Ce que je comprends juste même pas comment c'est possible en fait. Quand t'as une base d'utilisateurs aussi parce que des gens naissent tous les ans. Hein. Des gens ont 18 ans tous les ans. Élevé, comment tu fais
fait pour continuer à croître? C'est voilà, je comprends pas. Ça va être un peu pareil sur YouTube, mais forcément, au bout d'un moment, la croissance va finir par diminuer. Là aujourd'hui, on est sur une croissance à 2 chiffres. Alors on va descendre à une croissance à 1 chiffre, et ensuite on va être peut-être sur des 1 ou 2% par an. Et Encore une fois, analogie du CAC 40. En fait, encore une fois, là, je trouve qu'il fait une erreur, qui est pas une erreur totale, mais qui, à mon sens, est une erreur partielle. Oui, ça va s'estomper, parce que tout ne peut pas être en hypercroissance tout le temps. Revoir l'analogie MrBeast. En revanche, penser qu'une croissance va tomber à zéro dans une industrie technologique sont toujours des industries qui sont plus vivaces que le reste des industries, non. Si ce qu'il dit était vrai, le CAC 40 serait en décroissance. Or, il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas? Parce que Fuse, je pense, l'erreur de son argument principal, c'est d'avoir une vision photographique du monde. C'est souvent un truc que je critique dans plein de React, et plein de gens ont une vision photographique du monde, et je trouve que c'est une erreur. C'est-à-dire que de dire, voici les paramètres, et voilà comment ils vont évoluer dans les 5 prochaines années. Le problème de cette vision, c'est que les paramètres bougent. On peut pas prendre une photo à un instant T et faire des prévisions sur une photo, parce que la photo, c'est une vidéo en fait. Les paramètres bougent. Et les taux de natalité, les pays qui deviennent online, les industries qui se mettent à se digitaliser, donc ils s'arrêtent sur des paramètres qui en fait ne sont pas fiables. Non, là, quand le revenu par utilisateur va pas augmenter et la quantité d'utilisateurs Le revenu par utilisateur ne va pas augmenter. Pourquoi? Source. Nous, tout ce qu'on a nous montre l'inverse. va pas augmenter, c'est là que les youtubeurs vont être dans la sauce. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous faites une vidéo longue, YouTube reverse à peu près 55% de ce qu'il gagne aux créateurs. Et le truc qui est juste incroyable, et ça pour ça je remercie 1000 fois YouTube, c'est que malgré la croissance de la plateforme, malgré le fait qu'en vrai ils ont gagné le game du streaming, on va pas se mentir, et bah ils ont pas touché à ce pourcentage depuis le début. Ça aurait pas été très compliqué pour eux de dire, écoutez, on passe à 50-50. En fait, en réalité aujourd'hui, si vous êtes pas sur YouTube, votre contenu il sera jamais regardé. Vous existez. Ça j'en ai déjà parlé et ça a été très intelligent de leur part, je suis d'accord avec lui. En fait, YouTube a eu l'intelligence de comprendre que leur survie et leur croissance étaient basées sur le fait que les youtubeurs croissent aussi. Si les youtubeurs ne deviennent pas de plus en plus riches pour engager des gens, créer des boîtes de production autour de leur chaîne, etc., alors YouTube arrête de croître. Et donc, baisser le pourcentage qu'ils donnent aux créateurs, paradoxalement, c'est aussi baisser leur propre croissance. YouTube a beaucoup plus intérêt de capturer 45% d'un gâteau qui croît de 20% par an, plutôt que de capturer 60% d'un gâteau qui croît 8% par an. C'est toujours pareil. Il vaut mieux avoir un plus petit pourcentage d'un truc qui croît. C'était grâce à nous, donc soit vous partez, soit vous passez en 50-50. Et petit à petit, venir rogner la marge des créateurs. Mais ils l'ont pas fait. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Je pense pas que c'est parce que c'est des enfants de cœur. Après tout, ça reste une entreprise américaine qui plus est. Et ce que demandent les actionnaires, c'est juste qu'il y ait de la croissance. Je pense que tant qu'il y a de la croissance, les créateurs vont être OK. C'est-à-dire que leur pourcentage ne va pas changer. Mais dès que ça va commencer à devenir difficile, dès que les revenus de YouTube vont stagner, il va se passer deux choses. Le premier truc, c'est que les reportings que font Google, là aujourd'hui Google fait un reporting tous les ans de combien rapporte YouTube, le chiffre d'affaires de YouTube. Dès que ça va commencer à stagner, ils vont arrêter de reporter le chiffre d'affaires. C'est ce qui s'est... Je suis pas sûr parce qu'ils vont tellement se normaliser à la façon dont fonctionnent les télés que puis c'est une boîte publique, tu vois. Une boîte publique, elle a des obligations de reporting, ils sont cotés en bourse, donc je pense pas. C'est passé avec Netflix. Historiquement, tous les ans, ils faisaient un reporting sur leur nombre d'abonnés, et à partir du moment où la croissance a commencé à diminuer et où ça a commencé à être difficile, ils ont arrêté de faire le reporting du nombre d'abonnés et ils ont juste fait le reporting du chiffre d'affaires. Ah oui, non, d'accord. Oui, non, là, c'est deux choses différentes. C'est le nombre d'abonnés, effectivement, n'est pas une donnée légale. Par contre, le chiffre d'affaires, ils ont pas le choix. Je pense que YouTube, ça va être pareil. Au bout d'un moment, ils vont arrêter de dire, ok, les publicités YouTube, ça rapporte tant, mais ils vont dire, YouTube, ça rapporte tant en bénéfices. Et le mécanisme qu'ils vont utiliser pour continuer d'avoir une croissance sur les bénéfices, c'est qu'ils vont petit à petit rogner sur le pourcentage des créateurs. Voilà. Ça, j'y crois pas parce que, en fait, pour moi, ça ne peut arriver que s'il y a un nouveau PDG de YouTube et qu'il est complètement ahuri. Parce que je pense que YouTube sait très bien que s'ils font ça, ils vont lancer une réaction en chaîne qui va participer à tuer leur croissance. S'ils voient que la croissance baisse et qu'ils commencent à prendre plus aux créateurs, ils savent très bien comment ça a marché jusque-là et comment marche l'écosystème et qu'ils ont besoin que les créateurs croissent pour que YouTube croisse. Si les créateurs ne croissent plus, YouTube ne croît plus. Pas compliqué. Ça, c'est ma take. Je pense que le revenu share de YouTube de 55-45, il va pas durer. En tout cas, voilà, à une échelle de 10 ans. Hein. Là, pour l'instant, on a encore pas mal de croissance devant nous, donc on essaye. Voilà. En plus, je pense que ma take est pas si catastrophique que ça, puisque quand on regarde du côté des shorts sur YouTube, le revenu share n'est pas le même. Les créateurs gagnent 45% et oui, mais pour une autre raison, qui va peut-être expliquer, donc je vais pas la dire maintenant. YouTube 55. Ma théorie, c'est que vu que c'est un nouveau format, ils se sont dit, ok, la dernière fois on s'est fait niquer, on leur a donné 5... Ah non, ça n'a rien à voir. Alors non, c'est pas ça, Fuse. Je peux te dire, parce qu'on a la réponse, les 5% de différence viennent du fait que sur le short, c'est un contenu qui utilise beaucoup de musique copyrightée.
et les 5% en plus qu'ils prennent ne vont pas à YouTube, ils vont à payer les ayants droit pour éviter qu'on ait la même chose qu'on a eu sur YouTube pendant les 12 premières années de son existence, qui est des ayants droit qui font des copyright claims toutes les 5 minutes parce que il y a des gens qui dansent et qui font des trends avec des musiques de Rihanna. Et du coup, il s'est implanté au cœur de comment Short fonctionne en termes d'économie, c'est que tu peux ajouter une musique depuis même l'interface de YouTube, t'as pas à l'ajouter au montage, et c'est comme TikTok, t'ajoutes la musique depuis l'interface de YouTube, et YouTube paye ces droits-là pour les créateurs, pour éviter toutes les conneries qu'on a eues pendant des années, et pour matcher aussi la façon dont fonctionne TikTok, où tu peux ajouter de la musique directement. Mais donc ces 5%, ils vont aux ayants droit musicaux. C'est pas du tout YouTube qui prend 5% de plus parce qu'ils se disent, ah, nique sa mère, tu vois. 35% du gâteau. Là, vu que c'est un nouveau format, ils vont pas râler si jamais on prend un petit peu en dessous. On va faire un 45-55. Franchement, je serais prêt à parier là-dessus, et ça me paraît évident que là aujourd'hui, on est à un pic de ce que gagnent les youtubeurs. En tout cas, sur la partie AdSense. Parce que la je pense l'inverse, mais pour tout ce que j'ai dit avant. deuxième partie de la pyramide des revenus des créateurs YouTube, c'est les OP. Les OP, c'est évidemment les parties sponsors que vous voyez dans les vidéos. Par exemple, là, cette vidéo est sponsorisée par Shopify. Shopify me paye un certain montant pour apparaître dans la vidéo, et ça, c'est des revenus qui ne transitent pas par YouTube. YouTube prend 0. Même si je les soupçonne de vouloir s'intéresser un petit peu à ça, puisque récemment, ils ont annoncé. Alors, ça c'est un marronnier, ceux qui sont pas au courant, ça va vous faire rire. YouTube a racheté une société qui gérait les relations entre les marques et les influenceurs il y a 15 ans. Ils l'ont racheté en 2011-2012, cette société. Ils l'ont renommé YouTube Brand Connect, et ça fait tous les 2 ans que YouTube fait des updates à Brand Connect pour essayer de le rendre attractif. Ce truc n'a jamais décollé. C'est assez terrible. On sait qu'ils allaient sortir une plateforme qui s'appelle Brand Connect. Alors, Brand Connect, du coup, ça existe depuis vraiment, non ironiquement, 2013. Mais juste, ça n'a jamais pris. Ce truc n'a jamais pris. Parce que, encore une fois, la publicité, c'est aussi une industrie d'humains, et que les humains ont besoin d'être rassurés par des agences qui savent leur parler, ils ne veulent pas parler en direct avec des créateurs. Et à chaque fois, sur Brand Connect, mais aussi sur le TikTok Creator Marketplace, mais aussi sur le Meta Creator Marketplace, qui sont toutes des plateformes pour mettre en relation des marques et des youtubeurs pour des OP. On n'a que des petites OP à la con, des trucs à 200 balles, ou des trucs un peu d'objets Temu et tout, parce que les vrais OP se font avec des relations humaines. Quand t'es une marque et que tu vas dépenser 12 millions de dollars dans une campagne avec des influenceurs, t'as pas envie de le faire avec une interface self-service à la con, où tu mets ta carte bleue, tu vois. T'as envie de le faire avec un gestionnaire de compte, quelqu'un qui répond au téléphone à 23h, qui te fait des beaux reporting, que tu connais depuis un moment, nanani nanana. Donc ça ne peut pas fonctionner en self-service, cette industrie. Qui permet aux entreprises de contacter les créateurs pour faire directement des OP avec eux. Et bon, là pour l'instant, ils prennent pas de cut, ils prennent pas de pourcentage, mais forcément, le jour où YouTube galère un petit peu à augmenter leurs revenus, tu peux être sûr qu'ils vont aller regarder de ce côté-là. Il y a 5 ans, ma répartition de revenus, c'était peut-être 5% qui provenaient des OP et 95% qui provenaient du AdSense. Là, aujourd'hui, on est plus à 50-50. Là encore, ça s'explique. Ouais, je pense que je suis à 30-70, moi. Assez facilement. Il y a de plus en plus de marques qui s'intéressent à l'influence, parce que c'est un bon retour sur investissement, faut croire. Et surtout, en réalité, ça reste quand même... Non mais crois en ce que tu vends, Fuse, enfin, je t'aime bien. C'est un bon investissement, faut croire. C'est le meilleur investissement de toute l'industrie de la publicité en termes de ROI. Au global, c'est les chiffres de l'industrie. Influence, parce que c'est un bon retour sur investissement, faut croire. Et surtout, en réalité, ça reste quand même une façon de faire qui est assez nouvelle. C'est quelque chose qui n'existait pas, les influenceurs, même il y a 10 ans, c'était hyper marginal. Il y a 10 ans, c'était le début des OP sur Internet. Donc forcément, le temps que l'industrie comprenne les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ce qu'il faut pas faire pour pas que ça fonctionne pas, ça a pris un petit peu de temps, mais là aujourd'hui, maintenant, quasiment toutes les marques, à un moment ou un autre, elles sont amenées à travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu, etc. Je pense que là-dessus, le CPM, c'est-à-dire ce que gagnent les youtubeurs grâce aux OP, je pense pas qu'il y aura une grosse évolution là-dessus. Même peut-être... Je pense que ça va être très différent. Une petite baisse. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de marques qui sont... Je vais le laisser dérouler et après je vais vous parler de ce que je veux parler. Qui s'appelle héroïste. Elles recherchent un retour sur investissement de la part des créateurs YouTube. Prends l'exemple des VPN parce que c'est des sponsors qui sont présents énormément sur YouTube, mais eux ce qu'ils font, ils te mettent un lien dans ta description. Donc voilà, je fais une pub pour un VPN, ouais ce VPN il est super, etc. Les gens cliquent sur mon lien et achètent le VPN. Et ce que fait l'annonceur, c'est qu'il regarde combien rapporte un client sur toute sa durée de vie. Par exemple, je suis un VPN, je sais que les gens restent en moyenne abonnés 7 mois, que c'est 10 € par mois, et je sais que un utilisateur va me rapporter 70 €. Et ce que je fais, c'est que je m'arrange pour payer un créateur YouTube moins que 70 € par utilisateur rapporté. Du coup, en fait, il n'y a pas trop de marge de progression. Soit vous êtes un créateur qui convertissez énormément, dans ce cas-là, vous pouvez bien négocier, soit vous convertissez pas beaucoup, et dans ce cas-là, c'est plus compliqué de négo. Mais je pense pas que structurellement, les CPM vont augmenter sur les OP. Ça, c'est le premier point, c'est ma première take. Par contre,
Ok. Deux trucs. Moi, je pense pas. Déjà parce que, encore une fois, croissance dans l'industrie, c'est le format pub qui rapporte le plus. Et les budgets ne font qu'augmenter d'année en année avec la croissance dans l'industrie. Première chose. Deuxième chose, il y a un petit changement où il peut avoir raison d'une manière un peu détournée et où je peux être d'accord avec lui. C'est qu'il y a un truc qui va changer sur YouTube en 2026. J'ai pas l'article sous la main. Je pourrais vous... Allez, je vais faire l'effort parce que je vous ai mis plein d'articles en source. Ce React est extrêmement sourcé, donc je vais quand même aller le chercher. YouTube replace ad placement, replace sponsor. Comment ça s'appelle ce truc? Est-ce que dans cet article je vais le trouver? J'aimerais bien vous mettre l'illustration si c'est possible, mais si je la trouve pas, je la mettrai pas. Non, mais j'ai pas d'illustration. J'ai un article, mais c'est que du texte, ça va pas être intéressant, donc je vais vous le raconter et puis vous pourrez chercher par vous-même. Grosso modo, il y a un truc qui va changer sur YouTube en 2026, donc bientôt, là, dans quelques mois, c'est que aujourd'hui, les créateurs, quand ils font des OP, ils enregistrent une partie à part qui s'appelle Merci à NordVPN. Ils l'envoient à la marque valide, ils l'ajoutent au montage et l'OP est dans la vidéo, dans le fichier vidéo, burné, et ça pourra jamais changer. Ce qui va changer, c'est que YouTube change ses formats de pub au niveau des sponsors et va rajouter de la publicité, ce qu'on appelle programmatique. Programmatique parce qu'on peut la programmer et la changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans d'autres industries, comme dans le podcast, comme dans certaines chaînes de télé, notamment aux États-Unis, il y a ce délire avec les chaînes de télé qui sont syndiquées, puisqu'il y a un flux national et des flux locaux avec des pubs locales qui sont différentes. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, un YouTuber va enregistrer une OP et il pourra la placer sur n'importe quelle vidéo. Il va pouvoir revendre son catalogue. Donc une vidéo n'aura pas une OP, mais une chaîne aura des OP que tu pourras diffuser comme tu veux sur le catalogue. L'impact de ça, là où il a un peu raison, c'est que les prix unitaires des OP peuvent baisser. Là où tu vendais une OP X milliers d'euros, tu vas peut-être la vendre 2-3 000 euros moins cher, mais tu vas en vendre plus. Donc au global, tu es hyper gagnant en tant que créateur. Et ça va aussi ouvrir la porte au marketing d'influence sur YouTube à des marques qui étaient aujourd'hui trop petites pour se payer des chaînes comme Squeezie. Tu vois, demain, Squeezie pourra dire oui à des budgets tout petits parce que lui, il va juste enregistrer son truc, il va le diffuser sur des vidéos qui ont 4-5 ans et il s'en fout parce que c'est des vidéos qu'il n'aurait pas vendues sinon. Donc l'arrivée de la pub programmatique va changer beaucoup de choses. J'ai pas encore trop de vision sur l'impact, mais effectivement, il y a potentiellement un impact de prix moins cher, mais plus de ventes de volume. Ce qui peut changer, c'est la quantité de marques qui veulent faire de la pub avec des influenceurs. Et de toute façon, cette trend, on la voit clairement. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé mes premières OP que j'ai fait, c'était en 2018, et j'étais obligé de dire, parce que c'était pas très accepté à l'époque de faire des OP, j'étais obligé de dire, ok les gars, je mets une sponsor dans cette vidéo. Je me souviens, c'était les épisodes de Minecraft modé à l'ancienne. Je mets une sponsor dans cette vidéo, mais en échange, je rajoute 1 ou 2 minutes de vidéo en bonus aux gens. Comme ça, Oui, bon, ça c'est la maladie habituelle des gens sur Internet et en Europe. Mon Dieu, cette personne gagne de l'argent. Il doit me donner quelque chose en échange, sinon il m'a volé. Vraiment, c'est une mentalité catastrophique. On va pas commenter, tout le monde sait. Voilà. Tu vois, ça contrebalance. Moi, je gagne de l'argent et en même temps, en face, vous avez plus de contenu. Bon, en réalité, c'était compliqué pour moi parce qu'en plus, les épisodes de Minecraft modé, ils étaient super durs à tourner, super longs et j'avais du mal à chaque fois à rajouter les 1 ou 2 minutes. Mais aujourd'hui, en fait, en réalité, vous regardez, plus personne ne râle parce qu'il y a des segments sponsorisés sur YouTube. Alors, soit les gens les skippent, soit les gens les regardent, mais surtout, à force d'habitude, on a réussi à rendre normal le fait de gagner de l'argent. Oui, merci. C'est pas contre Fuse, ce que je dis. C'est juste, c'est vrai que moi, ça me fatigue, cette mentalité. Je trouve ça vraiment nul. Mais bon. Et ça fait partie du paysage. Je veux dire, c'est un truc qui est accepté autant que les pubs qu'il y a avant les vidéos. Et là, je reprends la métaphore de la grenouille dans la bassine. Mais aujourd'hui, si vous regardez par exemple cette chaîne Fusée au carré, je crois qu'il y a peut-être 95% des vidéos qui sont sponsors. À l'époque, ça aurait été quelque chose qui ne passerait pas. Si tu sponsorisais toutes tes vidéos et que t'avais pas une bonne justification derrière, tu te faisais allumer. Voilà, tous les youtubeurs disaient oui, alors là, cette vidéo est sponsor, mais c'est pour investir dans un gros projet. Nanana. Enfin voilà, tu as toujours le truc de s'excuser de gagner de l'argent que les youtubeurs savent bien faire. Et ça. Mais ils le font pas de nulle part. Attends, pardon, excuse-moi, mais Fuse, t'as dû supporter ça aussi. Hein. C'est parce que les gens étaient infects avec les gens qui gagnent de l'argent. C'est pas compliqué. Pareil, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs genre ah ouais, les youtubeurs, machin, oh là là, mais ils font des frais de société, mais machin, ils sont pas transparents. Mais vous avez vu comment les gens étaient avec les gens transparents? Enfin, c'est relativement normal que les créateurs ont pris l'habitude de pas être transparents sur ça, parce que les seuls qui ont été transparents se sont fait
fusillé en place publique. Donc oui, pardon, en fait, on n'a pas envie de se faire dégommer la gueule parce qu'on explique un peu et qu'on parle de ça et que c'est intéressant. Aujourd'hui, on peut plus en parler tranquille. Moi, je parle plus de bise sur Twitch et tout et c'est tranquille, tu vois. Mais je vais pas leur jeter la pierre, quoi. Leur réaction était normale parce que, en fait, ils avaient des injonctions contradictoires de la part du grand public qui, d'un côté, disaient ah, on veut plus d'honnêteté, de transparence. Ah, les gens sur Internet, ils disent pas vraiment un machin, nan. Et les rares qui disaient vraiment, ils se faisaient fusiller. Donc merci, quoi. C'est petit à petit effacé avec les années et je pense que ça va s'effacer encore plus avec deux choses. Le premier truc, c'est que je pense qu'il va y avoir plusieurs OP par vidéo. Voilà, ça c'est ma première take. En tout cas sur les longues vidéos, alors forcément sur une vidéo de 10 minutes c'est compliqué, mais les gros projets de 1 heure, de quelque chose comme ça, il va y avoir plusieurs segments publicitaires. C'est déjà le cas dans certains projets. Par exemple, je pense à Kaizen de Inoxtag, il y a plusieurs sponsors sur une seule et même vidéo. Bon, ça à la limite ça se comprend parce que le projet coûtait très cher. C'était le cas aussi pour le projet de Michou Terminal, je crois, où il y avait plusieurs sponsors. Mais si on regarde outre-Atlantique, parce qu'ils sont toujours un petit peu en avance sur nous, il y a déjà certains créateurs qui arrivent à faire plusieurs sponsors dans une seule et même vidéo. Je pense par exemple à un créateur qui fait des vidéos sur la tech qui s'appelle Linus Tech Tips. Et bah des fois, il se retrouve avec 2 segments sponsors dans la même vidéo. Après, lui, ça se justifie aussi un petit peu, puisque le gars a une équipe de 100 personnes, il produit des vidéos tous les jours, hyper travaillé, enfin les coûts de production de sa chaîne sont énormes. Mais après, tu vois, Fuse, tu critiquais un peu le côté genre ah oui, à l'époque on devait s'excuser, mais là tu le fais aussi en fait. Tu vois, en vrai, peut-être que c'est moi qui ai la take désastreuse et tant pis, je vais assumer avoir la take désastreuse, mais en vrai, genre, ah oui, il le fait, mais bon, il a 100 personnes à payer. Mais même s'il avait 50 personnes à payer, c'est très bien que les gens gagnent plein d'argent et genre, cool. Enfin, je sais pas, genre, il faut forcément que ce soit un truc ahurissant pour. T'es encore dans la justification, tu vois, je sais pas. Mais en vrai, oui, enfin, il a des charges fixes, la NSTech Tips, c'est ahurissant pour le coup. C'est vrai que je sais pas si on est encore au niveau d'un youtubeur qui fait des vidéos gaming dans sa chambre. Est-ce que s'il fait 2 OP en une seule vidéo ça va passer? Je sais pas. Mais aujourd'hui non, et c'est dommage. Il y a un autre exemple sur lequel c'est assez fréquent aussi, c'est les podcasts. Dans des podcasts de 1 ou 2 heures, c'est assez fréquent que... Oui, dans les podcasts c'est plus habitué et d'ailleurs ils ont la publicité programmatique dans les podcasts. Ce qui fait que le podcast est un business incroyable d'ailleurs. Il y a 1, 2, voire même 3 coupures pub dans le... Et c'est pour ça qu'on peut se projeter aussi sur l'avenir, parce qu'en fait, les podcasts n'ont jamais gagné autant d'argent, alors que le podcast audio, ça existe depuis plus de 20 ans. Or, ça a eu une croissance de fou. Donc, c'est YouTube qui n'avait pas la publicité programmatique des podcasts commence à l'avoir. Je vois pas comment on peut dire que ça va stagner, tu vois. Quel l'hôte du podcast se retrouve à faire la pub de différents produits. Ça, c'est ma première take. Et ma deuxième take, c'est que je pense que les pubs vont être dynamiques. Et d'ailleurs, au passage, ça va dans la direction... Ah bah il en parle, ok. De ce qui est en train d'essayer de faire YouTube, mais je pense qu'une OP d'une vidéo qui a été postée en décembre, et bah peut-être qu'en avril, le youtubeur sera capable de changer l'OP rétroactivement sur une vidéo qui fait toujours des vues d'il y a quelques années, parce qu'un autre sponsor aura été ok de lui payer. Je me rends compte que c'était pas très clair, mais en gros ce que je veux dire c'est que, par exemple dans mon cas, c'est que si j'ai une vidéo qui continue à faire des vues sur la longueur, et bah je serai capable de changer le segment publicitaire que j'ai mis dedans pour une autre marque qui m'aura payé. Et du coup je pense que les deals d'OP des youtubeurs vont pas mal changer dans les prochaines années. Ce sera plus bon, ok, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je le laisse dérouler, comme ça on regarde la vidéo entière. Je te sponsorise cette vidéo, ce sera je te sponsorise tant de temps sur cette vidéo ou tant de vues de cette vidéo. Donc voilà, je suis un petit peu curieux de ça, mais je pense qu'il y a encore pas mal de croissance sur les revenus en provenance des OP pour les youtubeurs, mais pas sur le montant qui est payé par les marques directement, mais plus sur la quantité d'OP sur le volume. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Désolé les viewers, mais vous allez vous retrouver avec plus de pubs qu'avant. La troisième méthode qui est utilisée par les créateurs pour se rémunérer, c'est leur... Alors pas sûr, parce que moi aussi j'ai une take de fou allié, je suis pas certain de mon coup, mais c'est possible. Comme la pub va être programmatique, donc les sponsors aussi, il y a un monde où YouTube Premium va vous faire skipper les OP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque YouTube aura l'information du timecode de à quel timecode est l'OP. Si vous avez YouTube Premium, il y a un monde où ils rajoutent dedans le skippage des OP. Donc du coup, les gens qui ont YouTube Premium auront vraiment littéralement aucune pub. Alors qu'aujourd'hui, quand tu as YouTube Premium, tu vois les OP quand même, tu vois. Donc pour les gens qui ont Premium, ça peut être différent. Ça veut dire que tu pourras vendre une OP 50 € sur une vidéo d'il y a 1 an au lieu de payer 5 000 € sur la dernière vidéo, par exemple. Ouais. Les gens qui disent c'est déjà le cas, non, c'est différent, c'est pas la même chose, c'est pas programmatique. Aujourd'hui, vous voyez un bouton aller plus loin et c'est pas grâce à YouTube Premium, c'est parce que YouTube détecte que plein de gens ont skippé cette partie, donc ils vous proposent de le faire aussi.
et qui d'ailleurs du coup tue le watch time d'une vidéo, ce qui est terrible. Là, ça va être programmatique parce que c'est pas juste de la prédiction en mode plein de gens ont skippé ça, donc les gens veulent skipper. Là, ça va être on sait que ça c'est une OP parce que le YouTuber l'a déclaré de tel time à tel time, donc ce time est automatiquement skippé uniquement pour les OP. Là, si une vidéo n'a pas d'OP mais à un moment très skippé, vous verrez quand même le bouton skip dont vous me parlez aujourd'hui là. C'est pas la même chose. Propre marque, avec notamment le concept. C'est juste un bouton pour passer l'instrument sponsor. Mais justement non, c'est un bouton pour passer le moment qui a été le plus passé dans la vidéo par d'autres utilisateurs. C'est pas la même chose. Des creator-led companies. Pour être honnête, ce concept de creator-led company, c'est un truc que je voulais aborder il y a déjà plusieurs années, mais je suis content de pas l'avoir fait parce que je pense que j'aurais dit des conneries et mon avis là-dessus a pas mal changé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une creator-led company? Un des exemples les plus connus au monde, par exemple, c'est Feastables, la marque. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vous invite à lire cet incroyable article de Artnova, excusez-moi, qui explique comment Feastables de MrBeast a atteint 250 millions de dollars, la stratégie de Walmart contre le D2C, donc le direct to consumer, c'est-à-dire vendre en ligne directement aux créateurs, aux clients, pardon. On regarde juste du fait performance financière, chiffre d'affaires 2022 33 millions de dollars, première année complète, 2023 96 millions de dollars, croissance de 191%, 250 millions de dollars en 2024, dont 20 millions de dollars de bénéfices, c'est la première fois où son chocolat a dépassé le chiffre d'affaires de sa chaîne YouTube, 520 millions de dollars en 2025 et 2026, triplé le chiffre d'affaires, distribution, 30 000 points de vente, etc. Il commence à réfléchir à être distribué au Japon, etc. Donc je vais pas aller comment ça s'appelle dans les détails parce que l'article est extrêmement long et je vous invite à le lire si vous vous intéressez aux creator-led companies, donc aux sociétés qui sont créées par des créateurs, mais c'est des sociétés qui sont hyper puissantes et qui à mon avis vont être la majorité des boîtes dans le monde dans les prochaines décennies, tout simplement parce qu'elles n'ont quasiment pas de budget marketing, le budget marketing étant le créateur lui-même. Et donc, voilà, Feastables va remplacer Hershey's, Ciao Kombucha va devenir une des boissons les plus vendues en France, je pense, s'il joue bien ses cartes, parce que en fait, ils ont un avantage concurrentiel absolument délirant. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, alors qu'encore une fois, les chiffres disent l'inverse, qu'il y a un avantage concurrentiel délirant, et que, encore une fois, lisez des rapports, hein, c'est intéressant. Bref, plus t'es riche, plus tu deviens riche, c'est vraiment bidon. C'est pas une règle aussi simple, hein. Le nombre de gens qui font beaucoup d'argent et qui explosent en vol, peut t'en citer plein. Avoir du capital te permet de tester plein de trucs, mais tu peux aussi foirer plein de trucs. Hein. Il y en a plein qui se foirent tous les ans. Juste on en parle moins, c'est tout. Hein. De chocolat de MrBeast. En gros, c'est une marque qui s'adosse à la légitimité et à la communauté d'un créateur déjà existant. Si demain, je sors une... demain, on te donne 1 million, tu vas savoir dans quoi investir, t'es caté. Bah non, pas forcément, non. Franchement, mais attends, mais c'est littéralement pas vrai, pardon, mais genre moi, aujourd'hui, oui, tu vois, mais demain, tu donnes 1 million à n'importe qui, regarde les chiffres de joueurs du loto qui finissent ruinés, hein. Non, il suffit pas d'avoir du capital. La plupart du temps, t'as des gens qui, tu vois, qui vont juste augmenter leur style de vie, qui vont avoir un lifestyle bloat énorme et qui vont juste se cracher en vol, tu vois. Bah tu viens de répondre oui. Non mais oui, mais moi ça fait 10 ans que je suis dans cette industrie, si tu me files 1 million là demain à investir dans mes contenus, mes trucs, je sais dans quoi je vais le mettre, tu vois. Mais si ton but c'est de faire des thunes, ton but ça peut être de faire des thunes et tu peux très mal investir, ça arrive tous les jours littéralement, hein. Enfin vraiment dans ce cas-là, il y a juste aucune boîte qui fait faillite, jamais. Ça n'existe pas, le concept de faillite a disparu de terre. Bizarre ton truc. Une marque de thé glacé, et ben ma marque de thé glacé sera une creator-led company. C'est un truc qu'on a vu de plus en plus ces 3 ou 4 dernières années et on n'arrêtait pas de voir des gens sur internet dire « Waouh, c'est du génie, regardez! Oh là là, ces créateurs se transforment en entrepreneurs et ils viennent disrupter le monde de la distribution. » C'est ce que t'as fait avec Palladium, non? Je comprends pas. Pour lui, la créateur, les boîtes créator-led n'ont pas d'avenir. C'est bizarre. Exemple. Il a littéralement un serveur Minecraft qui est basé sur le fait que c'est lui qui est derrière et qui marche, je crois, très bien d'ailleurs. Je sais pas, c'est bizarre. Qui a fait le plus de bruit, par exemple, je pense, alors encore une fois c'est outre-Atlantique, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est Prime. C'est la boisson énergisante de KSI et Logan Paul. Et ce qui s'est passé avec cette boisson, c'est ce qui s'est passé dans 90% des creator-led company, c'est qu'au début ça a été un succès phénoménal. En plus, ils ont été très bons en marketing, ils ont fait des pénuries organisées, ce qui fait que tu pouvais jamais trouver de Prime au supermarché. Il y avait une espèce de grosse hype et les gens se revendaient les bouteilles 3 fois le prix.
prix. Enfin, c'était c'était un truc hyper bien pensé. La première année, ça a été des millions et des millions de chiffres d'affaires. L'entreprise a été valorisée de façon à ce que Logan Paul et Casey sont presque devenus milliardaires, mais toute bonne chose a une fin, et en fait, on se rend compte 2 ans plus tard que l'entreprise est un petit peu en difficulté. Entre l'année 2024 et 2025, les ventes ont chuté de 70%. C'est énorme. Après une hypercroissance, oui, d'accord, mais combien de... Enfin, je sais pas, on peut aussi penser à plein de marques de créateurs qui sont peut-être moins connus, qui ont moins fait d'hypercroissance et qui marchent hyper bien et qui sont parmi les plus élevés de leur catégorie. Je crois que la marque d'Enjoy Phoenix marche très bien. Je travaille en ce moment avec une autre grosse chaîne YouTube qui fait des trucs de maison, qui fait des bougies notamment et qui marche extrêmement bien. Oui, alors en fait, il base son argument sur le fait que Prime, après avoir été une des boîtes les plus connues dans cet écosystème, avoir fait une des croissances les plus délirantes de toute l'histoire des marques de boissons sur Terre, a eu une chute. Mais en fait, pour moi, c'est le même type d'analyse que les gens qui disent que le CAC 40 s'effondre parce qu'il fait une année négative. Encore une fois, on a vu la charte tout à l'heure, tu vois. Oui, le CAC 40 va faire des années négatives. Oui, Prime, après avoir fait de l'hypercroissance, va faire des années négatives. Et alors, tu vois, et donc c'est fini? Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, je sais pas. Énorme. Et la conclusion de ça, c'est qu'une fois que la hype est partie, les créateurs-led compagnie, il reste plus grand chose à l'intérieur. Et j'ai une autre take. Bah si, il reste des produits qui se vendent à un autre rythme parce qu'ils sont plus en phase d'hypercroissance. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette take. C'est que je pense que ça va être pareil avec Feastables de MrBeast. Là aujourd'hui. Mais probablement en plus. Le pire c'est qu'il a pas tort. Probablement que Feastables, quand ils auront fini de faire leur croissance délirante et où chaque barre de chocolat vendue sur Terre c'est du Feastables, ils vont se mettre à faire des années négatives de temps à autre. Oui. Hershey's, qui est leur concurrent principal, qui fait du chocolat aux États-Unis, fait des années négatives. Spoiler. Et ça n'en reste pas moins que c'est la plus grosse marque de chocolat aux États-Unis. Tu vois. Enfin, je sais pas. Lui, ça marche très bien. On a l'impression que voilà, il lance des pays de partout. Je crois que c'est même arrivé en France il y a pas longtemps. Ça a l'air de super bien marcher. Mais je pense que à la fin de la journée, ce que vend MrBeast, c'est du chocolat qui est de qualité ok, un petit peu cher. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais les Américains et le chocolat, bon voilà, on reste européen dans ce stream, on se sert. Et qui se sert de son nom et de son aura, de son audience pour le vendre. Mais est-ce que ça suffit pour durer dans la longueur? Je suis pas 100% certain. Pourquoi ça suffirait pas? Est-ce qu'il dirait ça de toutes les autres marques de chocolat? Lindt qui fait du chocolat, est-ce qu'il devrait se mettre à vendre des voitures du coup? Ça suffit pas de vendre du chocolat? Bah si, je comprends pas sa take. Vraiment, je suis curieux. Je pense pas que l'entreprise va faire faillite, et je pense pas que ça sera non plus l'énorme carton qu'on prédit, sur le long terme en tout cas. Et d'ailleurs, parce que ça va se stabiliser, mais c'est normal, non? J'ai vu des tweets passer comme quoi ils seraient en train de réduire leur masse salariale. Alors bon, la source Twitter, faites gaffe. Par contre, effectivement, Viewstat, c'est une autre boîte de Beast où ça se passe un petit peu moins bien, effectivement, ça c'est vrai. Pas réussi à savoir si c'était vrai parce que j'ai vu des gens de l'équipe de MrBeast qui disaient que c'était faux. Est-ce que c'est un moyen de garder la face? Ah bah Chucky a dit l'inverse, mais bon voilà. Ou est-ce que c'est vraiment une fake news? J'en sais rien. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup plus qu'un créateur pour créer une marque. En fait, créer une entreprise. Ah oui, bah ça c'est vrai. Tu peux faire une boîte avec un créateur et ça peut être une catastrophe parce que c'est mal pensé, le produit est pourri et tout. Il faut quand même une bonne association avec un industriel qui sait ce qu'il fait, avec des concepteurs qui savent ce qu'ils font et tout. Mais il y a quand même un avantage concurrentiel énorme aux créateurs-led compagnie parce que, encore une fois, ils ont pas de budget marketing, quoi. Il est absolument gigantesque. Entreprise avec un produit qui peut tenir sur ses deux jambes sans le créateur, c'est extrêmement difficile. Et à vrai dire, il y en a très peu qui l'ont fait. Un exemple où je sais pas trop quoi en penser, par exemple, en France, c'est Ciao Kombucha. Ciao Kombucha, je pensais honnêtement que ça allait être un flop, on va pas se mentir. C'est pour ça que je regrette pas d'avoir un petit peu attendu avant de faire cette vidéo, parce que moi, dans ma tête, Ciao Kombucha, ok, ça allait bien. Mais c'est marrant qu'il soit dans l'industrie de la créateur économie. Je crois qu'il a une agence, il a des chaînes YouTube et tout, et j'ai l'impression qu'il est extrêmement bearish sur l'avenir de sa propre industrie. C'est super bizarre. Se vendre dans les premiers mois, ça allait faire des belles ventes, et ensuite le phénomène allait un petit peu s'essouffler. Force est de constater que récemment j'ai vu un reporting des ventes. Je crois que la première année, Ciao Kombucha, ça a fait quelque chose comme 20 millions et quelques de ventes, ce qui sur le marché français est juste énorme. Ok, c'est Fuse du montage. Je sais plus où j'avais vu le chiffre de 20 millions, mais à chaque fois que je cherche maintenant, je tombe uniquement sur ce chiffre-là, 7,5 millions pour 2025, ce qui honnêtement... Peut-être qu'ils ont vendu 20 millions de... non, je sais pas. Ouais, non, c'est bizarre. Et pas dégueu, on va pas se mentir, mais pour un créateur de la taille de Squeezie, avec une distribution dans tous les Franprix, dans certains Carrefour, même dans les trains de la SNCF, 7,5 millions pour de la grande distribution, c'est pas tant que ça. Je sais pas. Ouais, mais après, attends, c'est une première année, sur de la boisson, il faut créer de l'habitude, il faut... laisse-leur 5 minutes aussi, peut-être. Je sais pas si c'est les chiffres de... La première année de Feastables n'a pas non plus été l'année où ils ont dépassé leur chaîne YouTube, tu vois. Le marché du kombucha en France reste
modeste, 6 millions d'euros en 2024. Attendez, c'est moi ou c'est tellement français de voir le négatif de tout à chaque fois? C'est vrai qu'on a un petit biais culturel dans ce pays, mais regarde l'article qu'il est en train de citer. Donc, encore une fois, Chao Kombucha a fait 7 millions d'euros de ventes, ok? Et l'article nous dit, dans le même article qu'il est en train de citer, le marché du kombucha en France reste modeste, 6 millions d'euros en 2024. Donc, malgré un problème d'approvisionnement, la première année, Squeezie a fait des ventes qui sont plus grandes que la taille totale du marché qu'il voulait adresser. Et la conclusion de Fuse, c'est ça n'a pas si bien marché que ça. Je ne comprends absolument pas sa take. C'est incompréhensible à mes yeux. Vente, ou si c'est ce qui a vraiment été payé à l'entreprise Chao Kombucha, je connais pas bien la grande distribution. Mais du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas un flop complet, mais on C'est même juste un succès retentissant, non? Éventuellement. est très loin de ce qui pourrait être fait sur vraiment... Mais évidemment, mais attends, je comprends pas. Vraiment, Fuse, en plus, je t'aime bien, mais je comprends pas du tout ta take là-dessus. Donc, en première année, il explose totalement le marché du kombucha et devient, sa société fait l'équivalent du résultat total du marché. Et Fuse nous dit, ah ben non, c'est pas très impressionnant. Et d'ailleurs, le Coca, il s'en vend plus. Coca, ça existe depuis 120 ans. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout cette take. Incompréhensible total pour moi. des gros acteurs du marché, style Coca-Cola ou Pepsi, quoi. Après, ça fait juste 1 an qu'il a sorti sa boisson, Ah, oui, non, voilà, il précise quand même, ça va. Squeezie, et on est Désolé, Fuse. Désolé, c'est parce que c'est du React, donc forcément, on met des pauses. encore peut-être dans le périmètre de la hype. C'est-à-dire la hype temporaire, ok, Squeezie il a sorti une boisson, je vais tester, et puis après tu retournes boire ton coca, quoi. Donc je sais pas, ça pour le coup, le Ou pas, ou tu vas créer de l'habitude, ou tu vas, je sais pas, faut leur laisser le temps de bosser, quoi. Chao Kombucha, en plus c'est un produit qui est pas... Si tu as arrêté de couper la vidéo toutes les 3 secondes. Oui, c'est un React, Jean-Michel. Bienvenue sur Internet. Bravo à toi. C'est fou d'être comme ça, quoi. Bref. Je veux dire, les gens ils consomment pas du kombucha à la base, ou en tout cas très peu de personnes. Si Squeezie... Et oui, et en plus, il fallait habituer les gens au kombucha. Moi, perso, je n'avais jamais bu de kombucha avant le Chao Kombucha de Squeezie, tu vois. Et je l'ai goûté, et c'était très bon, grosso modo. Je connaissais pas. Et c'est du thé glacé pétillant. Si je devais le décrire de manière, c'est de l'ice tea pétillant. Si je devais le décrire de manière assez générique pour les gens qui n'ont jamais goûté. Et c'est bon, honnêtement, c'est plutôt bon. Il avait sorti un vrai soda. Bon, déjà, il se serait fait démonter parce que l'image du soda est quand même assez mauvaise, encore plus en France, et c'est pas très bon pour la santé. Là, je pense que la raison pour laquelle il a choisi le kombucha, c'est parce que il a pris un angle un petit peu différent en mode ouais, regardez, le kombucha, c'est bon pour la santé, etc. C'est plein Bon, je pense que ça l'a vraiment intéressé aussi, tu vois, en vrai. Bon soupçon, peut-être, tu vois, je sais pas. de bonnes bactéries pour votre microbiote, machin, etc. Mais en fait, il voulait juste faire une boisson que les gens peuvent boire. En fait, l'idée de... Je sais pas pourquoi partir du principe, je sais pas, il y a plein de trucs qu'il aurait pu faire, peut-être que ça l'a aussi intéressé, tu vois, je sais pas. En fait, il part du principe le plus mal intentionné possible, je sais pas pourquoi il fait ça. Base de la Creator-led Company, elle est pas mauvaise. C'est-à-dire le fait de dire, ok, je vais créer un produit qui est consommable et que les gens vont pouvoir racheter, qui va me permettre d'avoir un revenu sur toute la longueur de vie du produit, c'est pas dégueu. Mais en fait, on se rend compte que souvent, ça heurte un véritable problème. Et ce problème, certes, tu pars un petit peu plus vite que ton concurrent, mais tu te retrouves assez vite sur un plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est tout simplement la taille de ta communauté et la taille de la communauté, j'ai même envie de dire la taille de la Oui, sauf si tu arrives à faire un truc qui est plus détaché de ton image, mais oui. communauté engagée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils regardent Squeezie, mais ils sont pas fans invétérés et ils vont pas s'amuser à aller acheter du Chao C'est même d'ailleurs la majorité, je suis d'accord, oui. Kombucha. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème avec ces... Mais encore une fois, c'est exactement la même base argumentative avec laquelle je suis pas d'accord, c'est qu'il a une vision photographique des choses. À l'instant T, c'est lancé par Squeezie et Squeezie, il a tant d'abonnés, tant de machins. Mais en fait, les choses peuvent évoluer. Je trouve qu'il y a plein de gens qui ont consommé du Chao cette année, qui ne connaissent même pas Squeezie ou qui ont regardé une vidéo vite fait une fois et qui sont pas trop sur YouTube. C'est une vision photographique des choses, Fuse, ce que tu nous fais là. Creator-led Company, c'est que tu te retrouves avec un Non, c'est impossible de boire du Chao Kombucha si t'es pas abonné. C'est vrai, j'avais oublié, pardon. produit qui est très attaché, voire même peut-être trop attaché à la tête d'un créateur, et du coup, tu te retrouves Mais c'est l'année de lancement, c'est normal. bloqué dans ton expansion. Le seul moyen de casser ce plafond de verre, paradoxalement, c'est de se détacher un petit peu du créateur qui l'a créé, pour ensuite peut-être aller chercher des contrats de sponsoring ailleurs, faire de la publicité ailleurs qui ne touche pas ton audience initiale, etc., etc. Mais j'ai remarqué que les créateurs ont souvent un petit peu du mal, peut-être d'un point de vue égo, à faire ça. C'est-à-dire, même moi, je vais vous donner l'exemple de Palladium. Pendant de nombreuses années, je me disais, bah écoutez, je vais pas payer des gens pour faire des vidéos sur Palladium, alors que je fais déjà des vidéos dessus et ma communauté suffit, entre guillemets.
guillemets. Et pourtant, je pense que c'est une erreur stratégique de penser que juste on peut porter une marque juste avec sa communauté. Oui, tout ça est très vrai, oui. Si on fait ça, pour moi, c'est pas une marque qu'on fait, c'est du merchandising. Alors, ça veut pas dire que le merchandising ne peut pas fonctionner, hein. Je vais reprendre encore une fois l'exemple de Logan Paul, mais à l'époque, à son prime, en 2018-2019, quand il avait sa marque de merchandising, il faisait des 50 millions de dollars par an, juste en vendant des pulls et des t-shirts, quoi. We grossed 50 mil in 2017. There was 3 days in a row where I made $1 million each day. Donc c'est pas, ça veut pas dire que c'est forcément un plus petit business. Enfin voilà, dites-vous, le merchandising de Logan Paul, Le merchandising est capé par la taille de l'audience. Une vraie marque qui veut se développer en étant une marque commence par être créateur-led et l'est ensuite de moins en moins avec le temps, quoi. Enfin, oui. c'est 2 fois la taille de Ciao Kombucha. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, il y a quand même d'autres créateurs qui me font mentir. Voilà, moi à la base, je serais parti pour dire que les créateurs-led companies, c'est une fausse bonne idée. C'est un truc qui marche bien au début, mais qui arrive pas à se... Pourquoi ce serait une fausse bonne idée d'avoir une entreprise dont la base, le délire de base, c'est qu'elle dépensera jamais autant en marketing que ses concurrents. Je comprends pas pourquoi c'est une fausse bonne idée par défaut. Je comprends pas. Il est sur le long terme, mais l'exemple, et c'est un des rares exemples où je suis en mode ok, je suis d'accord, c'est Mr V avec ses pizzas de la mama. Là, Excellent exemple, tout à fait. Plein de gens en achètent parce que c'est juste des bonnes pizzas surgelées et Osef un peu de Mr V, ce qui est une bonne chose en fait. là, pour le coup, je trouve que c'est un produit qui est pas tant attaché que ça à l'image de Mr V. On est en mode ah ok c'est Mr V, mais en même temps, tu vois que, enfin moi perso, je sais que quand j'achète des pizzas surgelées, souvent j'achète ces pizzas parce qu'elles sont pas des... D'ailleurs, j'en profite, message à Mr V parce que je sais qu'il regarde parfois ses streams, c'est pas une blague, je sais qu'il regarde parfois Hardis TV. On s'en est déjà parlé, mais j'ai toujours pas goûté de pizza de la mama parce qu'il y a toujours pas de pizza de la mama vegan. Ça suffit maintenant. Fais-nous une pizza de la mama en collaboration avec La Vie, là où tu fais des trucs. C'est pas possible ça. Ça aussi c'est un truc auquel les créateurs font pas trop gaffe et qui se disent bah le truc a ma tête dessus, il va se vendre, peu importe que ce soit bien ou pas. Mais non, en fait en réalité, à la fin de la journée, sur le long Ça c'est très vrai. Si à ta tête dessus, c'est du merch et si le produit est pas bon, ça va foirer. terme, ce qui marche, c'est le meilleur produit. Donc voilà, si tu es un créateur et que tu fais un produit éclaté, Donc une pizza avec la gueule du créateur sur le packaging est moins associée au créateur que le kombucha de Squeezie. Bah, je pense que le kombucha de Squeezie est plus associé que pizza de la mama parce que c'est le lancement et qu'il a fait des grosses promos dans ses vidéos et tout machin. Mais ça va être amené à évoluer. Et oui, paradoxalement, les pizzas de la mama sont moins attachées à Mr V parce que elles sont bien et qu'elles se vendent bien. Il en fait pas la promo tous les 4 matins parce qu'il est plus en période de gros lancement et tout machin. Il a eu des bons partenariats avec des retailers. Donc oui, même s'il y a sa tête dessus, en fait, c'est un personnage, tu vois. Ça pourrait être sa tête comme juste un personnage. c'est voué à l'échec. Ensuite, deuxièmement, niveau distribution, il s'en sort quand même assez bien. Mr V, il est quasiment dans tous les supermarchés, en tout cas tous les carrefours, donc c'est plutôt pas mal. C'est pareil avec Squeezie aussi, donc Il doit y avoir pas mal de gens qui en achètent sans même savoir qui c'est. Tout à fait. voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais tiens, par exemple, pour moi, un exemple de quelqu'un qui arrivera pas à dépasser le plafond de verre, c'est Thibaut InShape, avec sa marque InShape Nutrition, ou je sais pas trop quoi. Pour moi, il va... C'est différent. J'aimerais bien avoir les chiffres, mais c'est possible. C'est possible parce qu'effectivement, la marque InShape Nutrition, elle joue beaucoup sur lui, et aussi parce que après le marché des compléments alimentaires de sport et tout, c'est quand même un marché de niche. Donc après, il peut être le roi de ce marché de niche, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais va avoir du mal à aller chercher hors de sa communauté. Et ça, c'est purement parce que déjà, son produit s'appelle InShape Nutrition. En fait, il y a même, surtout avec Thibaut InShape, quoi. après, ça pourrait aussi être juste InShape, mais oui. Il y a un stigmate à acheter, et je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Je dis juste que c'est un fait. Il y a un stigmate à acheter dans Carrefour des trucs InShape Nutrition. Donc je pense qu'il y aura que sa communauté qui serait capable d'acheter ça. Donc ouais, je pars un peu dans tous les sens. Du coup, ma take finale, puisque c'est quand même le but de cette vidéo, hein, voilà, je dis des conneries et on verra dans 10 ans si j'ai raison ou pas. Mais pour moi, il y a Non, tu dis pas des conneries, et moi je trouve ça super intéressant sa vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à lui. Moi, mes réacts, même quand je suis pas d'accord, ils sont pas du tout à but négatif ou de je sais pas quoi. Moi, je suis à l'extrême opposé de lui là sur ce qu'il raconte dans cette vidéo, sur quasiment tout. Mais je pense qu'il a une vision trop photographique et négative de l'industrie dans laquelle toutes ces sociétés évoluent, ce qui est bizarre et dommage. Et je t'invite, Fuse, que j'imagine que tu regarderas ce react et j'espère que tout va bien. Et abonnez-vous à lui d'ailleurs, parce que ça reste intéressant d'écouter des gens même quand on n'est pas d'accord, surtout que c'est bien sourcé, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce milieu, même si on n'a pas les mêmes opinions. Je t'invite à avoir une vision moins photographique des choses, je pense. un seul moyen qu'une entreprise de créateurs fonctionne réellement. Soit t'es créateur et tu vends le produit des autres et il n'y a pas de problème à ça. Soit tu es entrepreneur et tu fais des vidéos pour promouvoir ton produit. Et pareil, il n'y a aucun problème à ça. Mais l'espèce d'entre-deux où t'es créateur et t'essayes de faire une marque sur le côté, c'est extrêmement casse-gueule. Ça peut fonctionner si t'es Squeezie et que t'as une énorme équipe derrière. Et encore, il a prouvé que ça marchait pas à tous les coups. Je prends pour exemple sa marque Yoko, qui était une marque de fringues qui au final... Enfin, toute chose étant égale par ailleurs, je suis pas en train de dire que c'est impossible de se planter, hein. C'est tout à fait possible de se planter.
Et d'ailleurs, comment ça s'appelle, l'industrie du vêtement c'est un calvaire absolu. C'est vraiment le pire truc à lancer. Les fringues, c'est super chiant. Les marges sont très faibles. Dès que tu veux faire de la production un peu cool, ça coûte une fortune. Donc t'es obligé de vendre tes produits une fortune. C'est vraiment à moins que je trouve une solution pour le faire qui remplisse pas mal de critères très compliqués, c'est très peu probable que je fasse du vêtement, tu vois, un jour dans ma vie. C'est pas du tout un truc, c'est un calvaire total, quoi. Je crois, si je dis pas de bêtises, n'était pas rentable et qu'il a fini par fermer, alors que c'était Squeezie, hein. Le mec, il en vendait des pelletés des trucs Yoko. Mais faire une véritable marque, c'est plus difficile que ça en a l'air. Donc voilà, pour moi, il y a cette double dichotomie de gens. Soit c'est des créateurs qui vont faire la pub d'autres marques, soit c'est des mecs qui ont des entreprises qui vont faire des vidéos sur les réseaux pour pousser leur entreprise, mais c'est leur activité principale. Et ça, c'est un truc auquel je crois et que j'expliquais déjà dans ma dernière vidéo. Encore plus aujourd'hui, là où il y a des trucs dans tous les sens, TikTok, Instagram, l'IA, machin, voilà. Le focus, le fait de se concentrer sur un seul et même truc, c'est ça qui fait réellement la différence. Donc tu peux pas faire 12 trucs un petit peu moyens à côté sur le côté et ça, c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Il faut, en général, il faut quand même s'associer avec des gens qui sont full-time sur le projet et qui savent ce qu'ils font, quoi. que ça marche super bien. Je me suis un petit peu éparpillé sur la fin, mais j'espère quand même que ce sujet vous aura intéressé. Si vous voulez d'autres vidéos un petit peu essais dans ce genre, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la Creator-led Company. Salut tout le monde, c'est Écoutez-le. À la prochaine, à plus. Mettez un like, je vais le mettre maintenant d'ailleurs. Hop là. Mettez un like et abonnez-vous à sa chaîne, c'est vachement intéressant. On n'est pas du tout d'accord sur la conclusion et sur l'analyse, mais j'aime bien. Puis moi, ça me fait du contenu de stream. Donc au final, on est content. Est-ce qu'il y a encore 2-3 questions par rapport à ce qu'on a regardé là aujourd'hui? Et puis après, en vrai, je pense qu'on a fait tout le stream sur cette vidéo. Donc je vous ai dit, moi, j'avais des news de prévues et au final, j'ai tout dégagé pour faire ce react parce que une vidéo d'une demi-heure comme ça avec les pauses et les ajouts et tout. C'était certain que voilà, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes plutôt team Fuse, team moi? Dites-le moi dans le chat et dans les commentaires si vous regardez ça en VOD. En vrai, je comprends sa take. Ok. Pour les fringues, il y a Louis San en contre-exemple. Ah, je suis pas au courant, j'ai pas regardé. Je connais pas tout. Hein. Je suis entre les deux takes, je pense. Ok. Bah, c'est bien. Mais c'est bien. Moi, si c'est ce que vous sortez de ce genre de react, ça me va aussi très bien. Il vous a exposé son côté. Je vous ai exposé le mien. On a tous les deux nos petites sources et tout. Et deux takes différentes, deux paris sur l'avenir. Et s'il veut venir en stream à un moment, je suis chaud. Hein. Je suis plus convaincu par la sienne que la tienne. Je pense qu'un 1v1 Palladium serait nécessaire pour vous départager. Mais ce serait super drôle. Moi, je l'aime bien. En plus, ce serait cool de faire ça ensemble. Et je me tâtais à retoucher à Minecraft en ce moment. Je me tâtais à retoucher du Minecraft. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Et du coup, en plus, je pensais littéralement à Palladium, puisque la preuve que les Creator-led Company, ça marche. Dès que je pense serveur Minecraft, je pense Palladium parce que je regarde les vidéos de Fuse. Donc, c'est pas compliqué. Est-ce que les chaînes IA poubelles qui sont les top YouTube sont dans le même cas pour les pubs? Non, en général, ils ont des CPM pourris. Tout comme les chaînes faceless ont des CPM pourris. Quand il n'y a pas un créateur face caméra et que c'est juste de la voix off, ils ont des moins bons CPM que les face en général.